meilleurs films qui en sont ressortis, c'est ceux qui ont plus vraiment une patte créative, une patte d'auteur, où est-ce que on a mis un auteur en confiance. Charles Parisé est réalisateur et responsable de la programmation des rendez-vous Québec Cinéma. Je me souviens plus jeune, quand je travaillais au cinéma, dès que les crédits commençaient, tout le monde crissait son camp. C'était automatique. Quand les Marvel ont commencé à sortir, là, encore maintenant, le monde, il reste jusqu'à la fin du post-credit scene. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gambling addicts qui arrêtent, ils arrêtent de gamble juste avant de gagner des gros lots. Charles Riendeau est représentant de l'Auto-Québec. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Dix, The Musical, le meilleur film de 2023. Hey, je l'ai pas vu encore, c'est Attends, ça bien? existe? Je l'ai pas vu. Ah. Je l'ai pas vu. Un musical. Ouais, de c'est le nouveau Dix? film de Larry Charles, le réalisateur qui a fait Borat. Puis, Ok. Ah ouais. ouais. J'avoue que c'est lui qui l'a fait. Ok. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Intéressant. Ça parle de quoi? Ok. Interesting. Mais j'ai vu que les ratings étaient bons, j'avais vu la bande-annonce, j'étais comme... Je suis pas sûr, mais ça a potentiel. Tu sais, puis là, j'ai vu que les ratings étaient cool. Puis comme, ok. Ouais. Hâte de voir ça. Pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Surprising. I mean, Why not? Dix. je pense qu'on peut tout relate probablement au sujet du film. Ouais. C'est tout quelque chose qu'on... Ouais. J'assume qu'on On a a tous. toute une gamme. Mais Charles, toi, je sais pas. Ouais, j'en ai 2. Ah. Non, j'en ai une comme tout le monde. J'en ai 2. Ouais. J'ai le chiffre de pénis que tout le monde a. Non, Ça va, ça, c'est le con. Le nombre de chiffres, Ouais. T'as mentionné Borat, La même quantité que tout le monde. C'est ça. T'as mentionné Borat, mais hier, j'ai vu encore le sketch de Bruno. Le film Bruno. Où est-ce qu'il va, je me souviens plus quel talk show avec son gay. avec son comment il s'appelle, gay? Il y a un chalet écrit Gay B. Comme Gay B, c'est ça, ouais. Ah oui, non, c'est pas son nom. Il dit Ouais, Gay B. c'est Là, ça. son nom. Est-ce que c'est le nom de ton bébé? No, I gave him a typical African-American name. Oui. Puis c'est quoi? C'est CJ. OJ. OJ, oui, c'est ça. I gave him OJ. a typical African-American name is OJ. Ouais. C'est drôle, man. Ouais, je pense qu'avec du recul, je préfère Bruno que Borat. Ouais, dans le temps, c'était vraiment de mauvais goût, là. Je pense mais- que Bruno vieillit mieux. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a plus de C'est- issues qui sont encore vraiment actuelles. Ouais. Quoique, tu sais, Borat, il y a encore pas mal de guerre. Ouais. Fait qu'il y a encore pas mal de Ouais. préjugés Mais par rapport au il y a monde des là-bas. bons fait qu'on- gags dans Borat, mais je trouve Mais ouais. que le deuxième est venu chier sa legacy du premier. Ah, là. tu vois, j'ai pas vu le deuxième. Ouais. Yeah. Moi, je l'ai C'est vraiment... un film qui C'était va comme pas vieillir nécessaire. plus vite que le premier. Ah ouais. Ouais, Genre, c'est ce- Borat 1 marche encore aujourd'hui, Mhm. je pense. Je pense que Borat 2 est comme un peu déjà Parce passé date. qu'ils ont tu sais. fait l'erreur de... On a commencé à tourner. Oh, pandémie. OK, on va changer l'histoire pour parler de pandémie. Mais il aurait pu juste continuer à faire ce qu'il faisait. tu sais. Ouais. Mais je pense que la grosse idée derrière, c'était l'élection qui s'en venait. Là. Ouais, Ouais. ben, c'est Fait que exactement. c'était clair que... Ben, c'était très pas actuel, mais ben, genre, si tu regardes le film maintenant, tu vas dire ah oui, dans le temps, c'était Ben, les élections, c'était les ci, c'était les ça. Tandis que le premier, c'est plus intemporel, c'est plus comme. Ouais. Ben, moi, Ouais. je viens d'un coin de l'Asie que c'est des dictateurs de marde, c'est un pays de marde, puis c'est de Ouais. même depuis 100 ans, genre, puis Ouais. puis c'est comme. Ça change pas, tu sais. Puis aussi le racisme aux États-Unis, puis Ouais. les préjugés, C'est ça. ça... Post 2001, là. Ouais. Ouais, c'est ça reste encore là, mais dans le Mhm. 2, ça va comme intense Ah dans tu sais, la guerre culturelle qu'il y avait à l'époque, le Trump, tout le kit, mais tu sais... Ça va-tu mieux vieillir, pense. Mais c'est surtout Si qu'il y a c'est plein... rire. il y a plein Oui, de... Ouais. Il y a trop de scènes scriptées dans le 2, je trouve. Il y en a beaucoup. ok. Puis ouais. il y en a même que j'haïs ça, c'est très mensonger, ça se veut comme étant de la télé-réalité. Ouais. Mais la personne à qui il interagit est absolument honnête. Là. Elle a absolument un scénario. Puis c'est même pas, Ah ben c'est ouais. même pas j'hésite, c'est tout ça. Non, elle peut pas avoir dit ces choses-là par hasard. Ça se peut Non, pas. non, il y a plein de ça qui est scripté parce que lui-même, il dit au début du film, il dit ah ben le monde, ils me reconnaissent tout. Fait que Ouais, je peux c'est pas. Fait qu'il y a beaucoup des scripts, ben pas des scripts, mais des sketchs que c'est même pas Borat. C'est C'est sa Borat qui est fille. déguisé en quelqu'un C'est d'autre. sa fille, mais c'est ça. C'est Borat qui est déguisé en quelqu'un d'autre. Fait que j'étais comme ben tant qu'à être, Fais un autre personnage. faire un autre Ouais. personnage puis faire un autre film, ça. Non, C'est ça. Tu sais, Moi, ben,
Mais c'était correct, mais ça faisait un petit peu plus social justice warrior. J'avais ce feeling-là un peu. Là. Surtout qu'il targetait beaucoup l'élection, puis les gens de droite, puis tout. T'sais. Puis tu sais, il y en a là-dedans que c'est des coucous, puis tout. C'est bien correct qu'ils les targetent, mais en même temps, comme tu dis, c'est bien plus drôle d'aller dans une petite ville dans le sud des États-Unis, aller chanter l'hymne national américain, puis dire ah oui, on adore ça bombarder les Arabes, puis que le monde sont là, ouais! Montrer ça, c'est comme drôle, puis en même temps, ou l'église, quand il va dans l'église, puis que là, le monde sont comme ils sont comme en transe, avec le preacher. Ça marque beaucoup plus le point que le film essaie de faire. Tu sais, ces films-là, ils essaient de donner un argument. C'est ce qui est extraordinaire, c'est que tu prends un personnage, tu le mets, tu crées genre une zone de confort pour la personne que tu vises, pour dire ce qu'elle pense vraiment, pour faire montrer la réalité dégueulasse de cette personne-là. Puis le premier film le faisait très, très, très bien. Deuxième... Comme tu dis, c'est beaucoup scripté. La seule affaire qui était scriptée dans le premier film, à peu près, là, c'est le bout à la fin avec Pamela Anderson, quand elle crise dans le sac. Là, c'était scripté. Là. Mais encore maintenant, il y a du monde qui me disent ah ben non, mais il a fait ça pour moi. J'étais comme non. C'est ça. Il crisse le sac dessus puis il la bague un peu partout dans le magasin. Parce que c'est drôle. Mais c'est drôle. Dans le deuxième, les scènes scriptées, c'est juste des scènes d'exposition entre deux personnages qui ont un dialogue pour faire avancer l'histoire. Puis c'est mal filmé. C'est juste, hey, on est dans une coupe, on est à 3 pieds de différence parce que c'est la COVID, puis on parle. Génial. Alors aussi, il y avait des scènes scriptées avec l'autre, son partner, le gros. Là, c'est correct. Ça, c'est correct parce que les deux ils faisaient partie des sketchs. Les deux faisaient des bons gags visuels. La fameuse scène de qui sont nus dans l'hôtel, elle est dégueulasse. C'est hilarante. Il est arménien, lui, en plus, le petit gros. C'est un typique arménien. C'est ça, petit et fat. Je vois, là. Puis des jokes dans le film, c'est que je pense que lui parlait en arménien, mais Borat, il parlait en hébreu. Il parle hébreu, mais ils se parlent un entre l'autre, chacun dans sa langue, mais le point là-dedans, c'est que personne va remarquer. Les Américains remarquent la différence, puis ils ont pris cette joke-là dans le 2, parce que la fille, je pense qu'elle est bulgare. La jeune, c'est qui joue sa fille. J'oublie son pays exact, je pense que c'est peut-être bulgare. Puis, elle parle en bulgare. Elle aussi, puis personne ne remarque qu'ils se parlent même langue quand ils se parlent. Il fait des jokes de juifs, puis tout. C'est tellement. C'est drôle. Mais t'as écouté Borat, tu dis? T'as écouté Bruno? Non, j'ai juste vu un sketch. Le sketch, le bout. Ben, j'ai vu Bruno, oui, là, dans le temps. Là, ça fait un bout, sauf que non, hier, j'ai revu le sketch de. Ben, pas le sketch, mais quand il va sur le talk show, justement. Puis que c'était un talk show de style Oprah, là. Style Oprah. Tu sais, l'audience, c'est tous des Afro-Américains. Puis là, il va s'asseoir là, puis là, il y a son bébé, puis là, il commence à dire... je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais il dit « I want a real Afro-American, like you, but from Africa. » Tu sais, genre, puis là, il pète une latte, toute la gang, ils sont fâchés. I give my iPod, I adopt him from Africa. I give an iPod. Là, sont là, I give an iPod for baby. Puis là, sont là, ils se fâchent tous. C'est scripté, probablement, ça. Non, ce que lui il dit, oui, mais le monde dans l'audience, non. Les réactions, je pense oui, que c'est sûr, la crew du show, ils le savent, mais l'audience, non. Mais surtout parce que c'est le genre d'affaire qu'il y a quasiment des fois dans ces talk shows-là. Il faudrait faire la recherche. C'est ce qui est spécial, ces films-là, qui fait... Souvent, quand je parle de ce film-là, il y a souvent un débat qui part, puis comme... C'est ça qui est spécial. Des fois, tu vérifies un peu. Là. Moi, je fais juste assumer l'honnêteté du film, des fois peut-être moi, plus c'est naïvement. ça que... Mais si tu te poses la question, c'est une bonne chose. C'est pas comme si tu fais comme... Oui, mais faut pas que ça te... faut pas que ça te perde un peu dans le film non plus. Tout le temps, c'est un peu sa limite avec ça de... Même d'ailleurs avec les documentaires, même affaire, je parle tant de l'authenticité d'un documentaire qui essaie de moins possible transformer l'image puis garder les choses telles quelles puis de pas modifier les témoignages des gens, de faire le moins de montage possible pour garder le sujet véridique le plus possible. Ce genre de film-là de caméra cachée, c'est un peu la même chose. J'apprécie la technique de guerrilla filming, un peu comme Matt Johnson a fait, qu'on a déjà parlé dans un épisode, mais ça me tracasse un peu de savoir ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. J'aime pas ça tout le temps penser à ça pendant un film. Sauf si c'est divertissant puis que c'est le fun à regarder. Là, je m'en crisse un peu. Le but, c'est divertissant. Mais si c'est juste genre des scènes comme moyennes, ça me fait chier de réfléchir à c'est-tu vrai ou pas. Plus ou moins
la partie où j'aurais peut-être un désaccord, c'est si t'as un doute, mettons que est-ce que c'est un prank, est-ce que cette personne-là se fait pranker ou d'abord c'est un acteur, comme que tu mentionnais, que tu disais que t'avais des doutes sur certaines scènes. Personnellement, je ne saurais pas quelle scène spécifiquement, mais mettons... Dans lequel Borat ou Bruno ou... peu importe lequel. Là. Mais si tu as un doute sur est-ce que le film me fait croire que cette personne-là est prankée ou c'est un acteur qui joue, là, ça peut être un... Ouais, exact. Là, c'est problématique. Oui. Là. Tu peux pas... C'est ça, non, mais des scènes entièrement scriptées de A à Z, je vais les repérer, évidemment. C'est des acteurs, c'est correct. Mais je parle vraiment des gens qui sont prankés. Puis dans Borat 2, c'est le meilleur exemple de ça, qu'à un moment donné, il s'en va dans une clinique d'avortement pour sa fille. Puis il parle avec le gars à l'accueil, puis il y a des caméras derrière le comptoir. Ouais, ça, non. Tu sais, genre... Il sait qu'il y a une film crew dans la place. Là. Faudrait checker. Il y a des moyens de l'organiser pour que... Mais ça veut dire que le propriétaire de la place, lui, est au courant, c'est clair. Exactement, puis on pranké son employé. Mais l'employé peut pas être à 100% authentique quand il sait qu'il est filmé. Tu sais. Non, c'est sûr. Non. Parce que c'est sûrement ce qu'ils font, c'est qu'ils disent hey, on tourne un documentaire sur ce gars-là. Veux-tu être dedans, tout ça, whatever. Exact. Mais comme tu dis... C'est pas 100% authentique. Tandis que le premier, il y avait la prémisse de hey, je m'en viens faire des recherches culturelles pour mon pays en Amérique. Je vais amener du savoir américain dans mon pays. Exactement. Il joue un gars inconnu. Il joue un documentarien qui vient poser des questions à des gens. Je trouve que ça passe tellement mieux parce que les gens se disent ah oui, je vais me préparer de mon mieux pour l'entrevue. Puis finalement, ils se ridiculisent complètement. Puis ça, c'est hilarant. Dans le deuxième, c'est genre caméra cachée juste pour rire. Il y a eu des caméras là, puis là. Puis ça. La prémisse est pas bonne, je trouve. C'est un autre bon exemple, je pense, de caméra cachée. C'est le... Ben, pas caméra cachée, mais de pranker du monde, c'est le Eric Andre Show. Même pendant les entrevues, la plupart du monde qui y vont sont pas au courant de ce qu'ils vont subir. Puis malgré ça, ils enregistrent pendant au-dessus d'une heure, qu'ils disent, quand ils font... Mais plus les saisons avancent, plus ils prennent du temps avec... des fois, c'est genre 45 minutes une entrevue. Non, mais je parle behind the scenes. Le raw footage, ils ont au-dessus d'une heure, apparemment. Oui, c'est ça que je dis. Autour de... Avec ce que je dis, l'entrevue qu'ils prennent avec la personne. Le final, c'est genre 8 minutes. Mais il faut même moins. Là, c'est ça que j'aime. Parce que je sais qu'ils réassemblent. Des fois, ils prennent d'autres réactions puis ils les mettent ailleurs. Puis c'est ça. Ça, j'aime ça. Ça, c'est le bon genre de manipulation. Même si c'est pas authentique, je trouve ça drôle. Si tout ce que tu fais, c'est dans le but d'être plus drôle, sure, vas-y. Puis ça marche dans Rick and Dre. Juste... ridiculiser ses invités. Dans la dernière saison, ça marche plus bien. Non, ils ont un petit peu... la dernière, ça a marché. La saison avant, j'ai ressenti une fatigue. La dernière saison, moi, j'ai senti que... Ah, OK, il revient notre quoi qui... Moi, on dirait que depuis que j'ai... C'est vraiment picky là, comme critique, mais pour moi, ça me déplaît. Le fait que le band est filmé à une autre journée que les invités et l'animateur. C'est ça paraît qu'à un moment donné, ils ont fait genre, OK, on fait une journée, on filme toute l'ouverture de tous les épisodes. Puis je trouve ça triste, parce que des fois, ils interagissent, là, tu te dis, c'est tout fake. Genre, dans la dernière saison, il y avait un invité, je me souviens pas c'est quoi son nom, avec la violoniste qui fait crier I love you! Le gars, il se retourne. OK. De savoir que c'est pas vrai, ça gâche la blague un peu. Ça veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut pas dire que pendant l'entrevue, le band n'est pas là. Non, il est pas là. J'ai vu des behind the scenes. C'est juste entrevue, puis ils filment ça une autre journée complètement. Toutes les reactions du band, c'est à part complètement. Ouais. OK. C'est vraiment dommage. Parce que le set, c'est le même set, juste qu'ils tournent la caméra dedans, puis là. OK. Tu devrais aller te plaindre sur leur page Instagram. Ouais, je vais y envoyer des menaces de mort. C'est ça la solution. Parlant de menaces de mort, Perry, tu voulais parler de Marvel aujourd'hui. Je pense que j'aimerais mieux mourir qu'aller voir ça. C'est ça. Je voulais faire... je voulais parler de Marvel avec la M majuscule au début. Là, parce que là, il y a Marvel qui vient de sortir, qui est dans sa 2e semaine. Qui a eu la plus grosse drop de l'histoire des films de super-héros entre le premier et le deuxième week-end. Ouais. C'est 78 à 80% à date qui prévoit. Ouais, c'est plus gros que Black Widow qui est sorti, puis c'est plus gros que The Flash. Puis Black Widow, il faut le mentionner, c'est parce qu'il est en streaming en même temps. Puis il est en streaming en même temps. Pas de Marvels. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Fait que, puis le premier film, le premier Marvel, il a fait 1 milliard. Mais Captain Marvel, c'est-à-dire, il a fait 1 milliard. Honnêtement, la plupart de ça, c'est pas à cause du personnage. Non. C'était juste parce que c'était entre les deux Avengers. Oui, c'était... Tous les films de Marvel, à ce moment-là précis, faisaient plus qu'un milliard. Peu importe c'est quoi. Il était après Avengers. Infinity War, puis avant Endgame. C'est ça.
Après, ouais, non, c'est ça. Ouais, après, parce que tu vois le... En fait, entre Infinity War et Endgame, le monde était thirsty. Le monde était assoiffé pour plus. C'est le plus gros cliffhanger de l'histoire du cinéma. Genre, même s'il y avait juste une bribe d'indices de ce qui se passait, le monde allait voir toutes les... Il y a eu Ant-Man and the Wasp aussi entre les deux, je pense. En fait, la cédule, c'était ça. Tu avais le premier Infinity War, tu avais Black Panther, qui était un mois avant, puis Infinity War, il est sorti. Les deux se sont complimentés super bien. D'ailleurs, les cinéparks, ils jouaient en double bill Infinity War puis Black Panther après, mais il n'y avait pas le choix. Ils voulaient jouer les deux lui avant, mais il les permettait pas parce que l'autre, c'est le nouveau film. Ouais, puis t'as plus de gens à la première présentation. Ouais, c'est ça. C'est correct. Mais puis après ça, l'année suivante, c'était Endgame. Le film avant Endgame qui avait sorti un mois juste avant, qui est comme un peu une manière de faire de la pub de Marvel, que d'ailleurs, je trouve que c'était du génie. Ben, c'était Captain Marvel. Fait que t'as comme le hype tu sais. Écoute, il aurait mis n'importe quel film entre les deux puis il y aurait eu du succès. Entre les deux, t'avais Ant-Man and the Wasp qui est sorti une couple de mois plus tard dans le milieu de l'été, qui avait été un major letdown parce qu'encore une fois, tu t'attends à comme qu'est-ce qui se passe après Infinity War, puis là c'est juste ça se passe avant ou pendant, puis c'est juste la petite scène de la fin là que c'est le snap qui arrive, puis c'est ça, tu sais. Puis c'est comme super important pour l'autre film d'après, sauf que le film lui-même, il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se passe. Fait que anyway, ça pour dire que The Marvels, la suite de Captain Marvel, il y a eu un drop énorme. Le film il a fait 60 millions à date, 70 millions dans ces 2 semaines, c'est rien. Là, je veux dire, pour un film qui avant, ça faisait 500-600 millions par film. Ouais, il n'est pas rentré dans son budget encore. Ah non, le film il a coûté comme 200 quelques millions. Je sais pas pourquoi il a coûté si cher, là, mais... Fait que c'est ça. Fait que avec ça, je voulais parler un peu de Marvel en général. Marvel's là, qui est en train de sonner comme un genre de... C'est la panique là-bas, là, chez Disney. Marvel en ce moment, là, c'est la grosse... Ça fait genre 3 films Marvel. C'est la grosse panique. La plateforme de streaming Disney Plus perd de l'argent. Tout perd de l'argent. Tout, là, sont en mode panique en ce moment là-bas. Fait que... Ils essayent n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'avant c'était bon? Comment que ça... C'est ça, je voulais jaser. Ouais, ben tu sais... Puis je pense que ça va intéresser les gens parce que c'est quelque chose qu'on attendait tous, qu'on a tous trippé, qu'on les a tous regardés, les films, je pense, puis qu'on a tous bien aimé ça. Là. On a tous eu notre phase Marvel. Il y a eu un moment, je veux dire, on se dit c'était une sorte d'énorme zeitgeist culturel énorme. C'est comme si tout le monde, à un moment donné, à différents moments dans l'année, regardait ensemble un épisode d'une série télé très attendue. Exact. Puis que le prochain épisode s'en vient vraiment plus tard. Puis on va dire, c'était bon. Puis quand c'était dans le moment... Aussi, je pense pas que ces films-là, dans le futur, vont avoir la même attraction que quand ils sont sortis, parce que quand ils sont sortis, c'était... Tu vivais à ce moment-là, t'avais aucune idée de ce qui s'en venait après. C'est vraiment le fait que tu le regardes à ce moment-là, maintenant. Tu le regardes plus tard, on s'en fout. Tu sais ce qui s'en vient après. Si t'as vu d'autres films après, puis tu reviens, ok, j'ai manqué ce film-là, tu reviens, man, ça sera pas... la même chose que si tu l'avais écouté à ce moment-là dans l'année. Dans 20 ans, les gens, je pense qu'ils vont regarder ça du recul. Mettons, les nouveaux jeunes de cette époque-là, ils vont regarder comme là, pourquoi vous aimiez ça? C'est correct. Là. C'est fou pareil que quand tu y parles justement Endgame puis Infinity War, ça a fait... je me souviens plus c'est lequel des deux, là, mais il y en a un qui a fait 1 milliard en un week-end. Endgame. Right? C'était Endgame, hein, c'est ça? Ouais. 3 jours, il a fait 1 milliard. C'est le record du film qui a fait le plus d'argent comme un week-end au monde. Là. Il est le 3e film le plus gros box-office au monde après Avatar, Titanic, puis lui... Titanic l'a dépassé? Parce qu'à un moment, Endgame était le film qui avait dépassé Avatar même. Sauf qu'Avatar est ressorti en Chine brièvement, puis ça lui a permis de repogner son top 1. Mais Endgame avait gagné le spot du film qui a fait le plus d'argent de tous les temps. C'est sûr que ce soit le 2e. D'abord. En tout cas, je sais qu'il est dans les top 3, là, mais anyway, mais sinon, en termes de week-end, c'est qu'il a fait tout cet argent-là en un week-end. Ça n'a pas tout l'argent, mais beaucoup. C'est incroyable. Pense-y, il faut que tu aies vu les 24 autres films avant pour aller voir ça. Comment tu peux-tu imaginer ça, le 30 ans? Pas obligé. J'avais vu comme 18. Pas obligé d'avoir vu les 24, mais tu peux pas avoir rien vu.
Non, pas c'est avoir sûr, rien non, vu. c'est Mais sûr. quand même, pense-y, là, tu sais. Tu dis à quelqu'un, il y a 30 ans, tu dis là, on va faire un film, puis il faut que tu aies vu 15 autres films avant. En fait, tu Avant peux, d'aller même si t'en as vu voir lui, aucun, puis tu peux tout y aller, comprendre. mais tu vas être le genre de personne qui va être sur ton sel pendant le film. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est genre quelqu'un qui t'a traîné là, puis ça te tentait pas. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est incroyable, pareil, là, Mais qu'ils ont ouais, réussi à faire ça, là, tu sais, Ouais, à ouais. faire tout ce long périple-là. C'est comme si, tu sais, le nouveau Godzilla qui sort, là, qui s'en vient, -1, tu dis, ben, faut que tu aies vu tous les films de Godzilla depuis 1956. Justement, je ne sais pas 58. si c'est à leur avantage ou à leur détriment. Parce qu'il y a l'idée du sunk cost fallacy. Je sais pas c'est quoi en Qu'est-ce que français. c'est? Là. Non. Plus que tu investis de temps ou d'argent dans quelque chose, plus que tu as tendance à see it through jusqu'à la fin. Ouais. Parce que Ouais. t'as l'impression, ben, j'ai déjà investi tant de temps, je vais. C'est fini, c'est quasiment fini. Là. Ça, Je c'est vais le malgré faire. que si tu continues, tu vas plus perdre que si t'arrêtais C'est là. en plein ça. Ouais, c'est C'est ça. pour ça qu'il y a beaucoup de gambling addicts qui arrêtent. Ils arrêtent de gamble juste avant de gagner des gros lots. Ouais. Juste avant. Oh, God. Message à ceux qui gamble, n'arrêtez C'est pas vrai, on supporte pas le gambling ici à ton nom comme du beurre. Comme vous avez décrit là, dans votre épisode à l'Halloween, là, tu sais, le meme là, que tu creuses dans le tunnel. Ouais, là, exact, puis, ça plein ça. C'est exactement ça. Ça s'appelle un sunk cost. Arrêtez pas la gang, j'anticiperais du but. il t'en manque juste un, tu sais. C'est ta carte est vide, prends celle à ta femme, tu sais. C'est pas compliqué, Tu vas pas avoir gaspillé toutes Emprunte ces... à tes parents. Oui, Tu vas pas avoir exactement. gaspillé toutes ces couches-là. Oh my god. Si t'arrêtes, toutes les couches que tu vas avoir souillées vont avoir été faites pour rien. Donne-leur du meaning. Fait quoi, tout ça pour dire. C'est ça, d'après moi, je pense que ça jouait à leur avantage, justement. Parce qu'ils ont ramassé bien des gens avec le temps qui ont même juste vu les films. Admettons, moi, je regardais juste les films qui m'intéressaient. Ceux qui m'intéressaient pas, je les écoutais pas. C'est pas grave qu'il y ait une petite bribe là, il y a quelqu'un qui Hugo me disait qu'est-ce qui se passait dans la post-credit scene, puis that's it, on passait à autre chose, tu sais. Fait que j'en ai peut-être vu, ça peut-être 16, 18. C'est la gang, j'ai juste écouté ceux qui m'ont intéressé. Puis je pense pas qu'il me manquait de référents là, pour Endgame. Là. Non, c'est ça. Non. Non, c'est comme. C'est pas grave, t'as pas vu Thor 2 là, ou de l'incroyable Hulk. Mais je suis ça à Thor va. 2, mettons, tu sais, par exemple. Ah, je l'ai pas vu non plus, tu sais. ça va. Peut-être que dans la grosse scène finale, tu voyais pas un figurant que tu savais pas c'était qui. Puis là, tu as tout gâché ton expérience. C'est pour ça que tu l'as pas aimé, la scène. Oui, c'est pour ça que j'ai pas aimé Endgame. C'est pour ça, c'est parce que j'ai pas vu les 24. Ouais. Sinon, je l'aurais aimé. C'est un peu de ta faute. C'est de ma faute. C'est pas le film qui est pas si créatif que ça. Puis qu'il y a une histoire de voyage temporel qui fait pas vraiment sens. Mais dans l'aspect de tout ça, je pense on peut le dire. Je pense que c'est une époque qui est terminée. Ouais. Tout ça. Puis on est vraiment un peu dans cet après-là, un peu étrange. On sait pas vraiment où ce que. Ben, Parce que pendant un certain temps, tu savais où ce que le cinéma s'en allait. On est vraiment dans le monde. Passer ça, on est un peu comme une sorte de lime d'après moi, de comme What ok. now? Et c'est ça exactement, et quoi maintenant? Moi, Mais j'ai aucune idée qu'est-ce qui va s'en venir du cinéma d'ici les 5 Le prochaines pire, c'est années. que je pense que les films de super-héros, c'est pas fini. Le monde Non. sont pas tannés. Il y a encore des films qui ont du succès. Ben, tu sais, Guardians. Guardians of the Galaxy Volume 3, Spider-Man, la trilogie des Spider-Man, puis même Homecoming. Spider-Verse, Ouais. tu sais, en animation. Hmm. C'est tous des films qui ont encore beaucoup de succès. Énormément. Je pense que c'est le gros modèle de Batman aussi. Ouais. Dans le film de DC récent Oh oui. qui a eu le plus de succès. Puis Blue de- Beetle qui a tout brisé. de Blue Beetle qui a tout gâché. Ouais. De Suicide Squad aussi qui était assez standalone. Moi je Mais- pense qu'il y a encore ouais. beaucoup de place pour des films comme ça. Absolument, standalone. mais tu sais, juste pour comparer à ce que c'était avant, Ouais, non, c'est genre, plus que ça. il y a 5-6 ans, si tu faisais un film de super-héros, peu importe quelle marde que Ouais, tu il y avait de mets, l'argent. tu sors, Yep. Ouais. il va avoir de l'attention, il va faire de l'argent. Yep. C'était n'importe quoi qui allait sortir, là. Puis même les DC, que certains films qui étaient pas très bons, puis tu disais comme Suicide Squad, tu sais, ça fait énormément d'argent le premier film, c'est un immense succès au box-office, là. Tout le monde a dit après comme genre c'était pas très bon, mais ça va. La Le pub était Flash très qui est sorti mensongère. récemment aurait cartonné vraiment Ouais. intense. Il Ouais. était sorti 5 ans avant, là. S'il était sorti avant Spider-Man, le troisième, ouais. oui, il y aurait eu plus de Ça succès. aurait je été. pense. S'il aurait pas mis Michael Keaton dans le trailer, puis tout, ça aurait été un huge reveal. Là. Ouais. Ça aurait été Ouais. incroyable. Mais il n'y avait pas le choix rendu. Il était comme faut le mettre. Ah non, il sinon fallait les que- gens vont pas Fallait qu'il venir. tu sais. rentabilise. Mais les Surtout- films que tu mentionnes qui ont du succès, c'était généralement des assez bons films. Les gens ont comme attendu que le bouche à oreille se répande avant de Exact. dire comme ok, let's go, je vais aller m'investir dans le temps, malgré que je suis en plein dans une fatigue de super-héros. Ouais. Si le film est cool, puis il y en a- je suis willing d'aller là. Je pense que le meilleur exemple de ça, c'est vraiment The Suicide Squad.
Je pense qu'il y a presque personne qui avait d'attente là, en réalité. Il n'y a pas fait d'argent non plus. Là. Ça a non, été c'est ça. Non, le premier, il a fait plus d'argent. Il a fait beaucoup plus d'argent. Puis le deuxième est 100 fois meilleur, facilement. Oui. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec Charles ici. Je pense que le Tan Marvel classique qu'on connaît, ça, je pense que c'est sur la fin. Ça, je pense que c'est sur sa fin. Moi, je dis carrément il est fini. Mais, ouais. Mais, il essaye de continuer, mais... Parce qu'il faut pas oublier, tout ce qui est Spider-Man, ça, c'est tout Sony. C'est en association avec Marvel. Ça va bien, leurs affaires. Ça va même très bien avec Spider-Verse, avec... juste la trilogie avec Tom Holland qu'ils ont faite avec les... Tu sais, eux, là, sont encore bien... À part Spider-Man, ça va-tu bien? Parce que Morbius, Venom... Venom, je sais pas comment ça a marché. La trilogie Tom Holland, ça reste du MCU, là. Ouais, ça reste du MCU. Ouais, mais c'est quand même... Non, mais c'est Sony, ils ont un deal avec, mais c'est pas eux autres qui ont... C'est pas une production Sony, là. C'est une production Sony, oui. C'est une production Sony, ouais. C'est une production Sony. C'est quand même fait... chapeautré par Disney. Tu sais, c'est la manière de faire Disney. Oui, t'as 100%. Parce qu'il y a quand même un divide là, entre Morbius, Venom. Mais oui, c'est pas les mêmes films, c'est deux catégories. C'est créativement MCU, mais c'est production. Exactement. Mais c'est quand même de A à Z Disney qui gère tout ça. Absolument, oui. Demain matin, puis il y a déjà eu le risque de ça, à un moment donné, Sony pourrait arriver puis couper les ponts complètement puis dire « OK, vous... on vous laisse couler, puis ils pourraient continuer avec leur Spider-Man, puis ils vont continuer à faire de l'argent. C'est pour ça que je dis que ça reste des succès MCU, c'est pas des succès Sony. C'est Sony, ça va bien à cause de Spider-Verse. On s'en va là-dessus. Mais si tu retournes au début, Spider-Man est populaire à cause que Sony ont fait... Le super-héros est populaire à cause de ça. À cause de ça au complet. Ils ont Sam Raimi, il a tout brisé. Il est arrivé là, puis les gens... Je veux jaser de ça, mais avant, je disais, c'est ça, je pense que Marvel, le modèle classique, est fini. Moi, je pense que DC, par contre, eux, ils ont même pas commencé, je pense encore. Je pense qu'eux autres, ça, tu sais, on le voit juste avec Batman, avec Joker, avec les Suicide Squad. Comme tu dis, eux, là, je pense ils ont essayé de suivre, ils ont manqué leur shot bien comme il faut, mais je pense qu'eux, là, sont juste sur le début de ce qui pourrait être leur moment à eux, parce que tout pendant les 15 dernières années... On va le voir l'an prochain avec Joker. C'est ça. Non, moi, c'était Superman Legacy. Ah, aussi, ça va être comme le premier gros film du plan de James Gunn. C'est lui d'ailleurs qui le réalise. Tout ce qui est annoncé à date, qui a l'air d'aller dans une direction complètement différente de ce qui se faisait avant, juste pour dire qu'il va avoir Crypto de Superdog dans un film de Superman. Il n'ira pas dans une direction très dark et greedy. Là. Ça va être quelque chose de un peu ridicule. Moi, jusqu'à de Suicide Squad puis les Guardians of the Galaxy, c'est pas mal dans des films de super-héros qui ont le plus résonné avec moi. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis pour revenir à Sony, il y a Kraven qui s'en vient. Ça, je vais pas permettre d'attendre. C'est tout le sous-monde de Spider-Man dans le fond. Ils sont en train de développer. C'est ça sans Spider-Man. C'est ça. Ça vient tout de là. Apparemment, ils veulent... Il y a un Venom 3 aussi. Puis, je trouve que sans Spider-Man, ça tient. Sont en train de dire un peu qu'ils veulent fusionner ça. Là. OK. De MCU puis Sony. Il y a des pourparlers de dire que ça va tout être la même affaire. Puis parce que là, si tu ramènes ça, puis il y a le Spider-Man de Tom Holland, avec... peu importe, là, mettons, il assemble Sinister Six. Là, ça serait cool. Là, I'm in. Ils ont déjà essayé, pas marché. Sinister Six, ont-tu déjà essayé? Il leadait quand il faisait The Amazing Spider-Man 2. C'est quoi The Amazing Spider-Man 2? Le film est un énorme build-up pour amener Sinister Six plus tard. Ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé de commencer. Ils ont essayé de commencer. Ils disent, me semble, dans le deuxième film, t'as le méchant, c'est qui? C'est-tu le lézard? Non, c'est Shocker. Puis Shocker, ils disent, me semble, ils se parlent en prison à la fin, puis ils sont comme, faudrait qu'on soit comme une gang pour battre Spider-Man. Qu'on soit 6 et sinistre. Ouais, c'est ça, ouais. Puis à la fin, t'as le gros... à la fin, t'as le rhinocéros là, qui se bat contre. Puis aussi la dernière scène qui était vraiment stupide. C'était niaiseux, mais je le trouvais cool, le rhinocéros, par contre. Ouais. C'était pas niaiseux que ça en devient un peu drôle. Pour en venir au côté production et industrie de tout ça. Merci, Hugo. Non, faut qu'on parle d'une scène. On parle d'un gros méca rhinocéros. C'est vrai que quand on parle de Spider-Man, c'est facile de s'embourber parce que c'est cool, Spider-Man. Mais bref, Sony, la raison pour laquelle ça va bien aussi, c'est qu'ils n'ont rien à perdre. Sony, c'est pas une compagnie de films, c'est une compagnie de toutes. Les autres, que leur division de films, même que Venom 3 fait moins d'argent, on s'en calisse, on va en faire 6 autres, pas grave, on perdra pas d'argent non plus. Les autres, ils prennent des risques parce qu'ils peuvent. Ils en ont rien à foutre. Puis,
Cette année, ils ont le 3e jeu best-seller qui est sorti il y a genre un mois et demi. Là. Fait que de Spider-Man 2 qui est... Je pense que ça a un plus gros impact sur ce qui se fait en film que ce que souvent les gens ont tendance à se dire. Parce que sans les films, il n'y aura pas tellement de ces jeux-là. Ça justifie quasiment la création des jeux, alors que les jeux font énormément beaucoup plus d'argent. C'est pas les comics qui génèrent ces jeux-là. C'est ça. Les comics sont juste là parce que vite fait à botch, là, ça nous prend un nouveau personnage pour un film, fait qu'on va créer une bande dessinée de ce nouveau personnage-là. Ouais, c'est quasiment ça. Pour dire, regardez, c'est adapté d'un comic book. Même les gens qui travaillent dans l'industrie du comic book, ils disent que les marges, ils shrink à vue d'œil à chaque année. Ouais. Puis c'est les mangas qui prennent la place. Oh, wow. C'est l'industrie japonaise qui prend la place. J'avais été à un panel justement que c'est ça, un gars de Marvel a dit que les ventes de comics baissent, puis ça on retourne 5-6 ans en arrière, c'est plus que ça, même 7-8 ans, puis c'était dans le top de Marvel, là, de tous les films Marvel, fait que tu dirais comme, ben si le monde il tripe sur le film, ils vont aller acheter des livres, tu sais, genre, là, forcément pas tout le monde, mais si t'as juste 1% de ce monde-là qui vont l'acheter, c'est énorme. J'ai fait l'exercice récemment, là, je me suis trouvé un site que je peux lire ça, toutes les BD, puis mettons, j'ai essayé pour les Guardians of the Galaxy. J'ai essayé de lire les BD. J'ai pas trouvé ça le fun. Ah non, hein? Ben ouais, c'est ce que j'aime, c'est l'univers musical quasiment des Guardians. Puis t'as pas ça dans le livre. T'as pas les. Ils ont moins de charisme. C'est juste des. En tout cas. C'est différent. C'est vraiment. J'ai pas trouvé ça intéressant. Même certaines séries de Spider-Man que j'ai essayé de lire que j'ai pas tant trippé. Je pense que c'est deux types de goût aussi. C'est pas parce que t'aimes un film que tu aimes un livre ou un comic book. C'est deux types de fans différents. Mais tu disais que ça n'a pas nécessairement levé tant que ça, les comic books, malgré... Non, mais c'est ça que le gars, c'est un éditeur, lui, puis il nous disait non. Il a dit, comme je prends ces mots, they're down the toilet. The sales are down the toilet drain. Okay. C'est ça qu'il avait dit. Exactement. Puis le reste, genre l'industrie genre japonaise, prend de la place de façon disproportionnée. C'est pas juste qu'ils remplissent le void qui est laissé par l'industrie des comics. Non, ils vont chercher plein d'autres mondes. Encore plus que immense, ça. Ils ont tellement plus à offrir, par contre. Ils ont tellement de diversité d'histoires, contrairement aux comic books de super-héros, que c'est pas mal tout le temps la même affaire, mais avec des dessins différents. J'ai l'impression qu'ils se limitent moins. Ben oui. T'en as pour littéralement pour tout le monde, des mangas. Parce que Spider-Man, ça va toujours être un kid... pas d'argent sortant des codes. Oui, ils le font évoluer des fois, puis ils le font vieillir, avoir une femme, des enfants, tout, avoir une vie, mais c'est tout le temps. On dirait qu'ils peuvent pas. Ils sont pris dans le temps, on dirait, les super-héros. Hein, tu peux pas les. Non, mais c'est l'élément essentiel du personnage. Je pense. C'est l'idée même du personnage. Tu peux le faire évoluer, mais genre, il va toujours faire ça. Puis je pense que c'est même comme voyons. Into the Spider-Verse, il meurt. Hein? Dans Into the Spider-Verse, il meurt. Ouais. C'était fort quand même. C'est osé. Qui meurt? Spider-Man, Peter Parker. Into the... Il meurt? Ah oui, au début du film. Je m'en souviens même plus. Non, mais il est dans le deuxième, il est encore là. Mais c'est pas celui de son univers. Il vient d'un autre univers, lui. Hein? Ah, ouais. C'est le loser Spider-Man qui a subi un divorce puis qui pleure dans la douche. Ouais, c'est vrai. Le OG Spider-Man, on le voit au début du film. Le film commence avec lui. Ouais. Puis là, c'est quand Miles... En tout cas, il meurt. Comment qu'il meurt encore? À cause de Kingpin, qui l'a smash à terre. Puis... Ah ouais. Je m'en souviens même plus. Ben, encore là, ça, c'est... Mais ça, c'est même pas le Peter Parker avec lequel on est familier d'habitude. C'est le Peter Parker de son univers. De l'univers à Miles. Ouais, c'est ça. Ok, c'est pas... Celui qu'on assumerait que c'est le Peter Parker de l'univers qu'on suit d'habitude, c'est celui qui... Moi, je le perçois même. Lui qui est gros. Celui qui ressemble à Peter Parker. Lui qui est gros, mais c'est parce que ça le décrit super bien. C'est comme, il est plus vieux. On s'égare encore. Là. Non, mais là, c'est Peter Parker de l'univers à Miles. C'est pas comme le Peter Parker de l'univers principal de Marvel. Il y en a pas. Oui, il y en a une. Oui, Okay. On peut débattre de ça. Moi, je le perçois comme ça disait vous vous souvenez de Peter Parker, vous regardez quand vous étiez jeune, comme les films de Sam Raimi. Là, il est rendu vieux, puis il y a une bedaine, puis il y a une femme que ça va pas bien avec, il y a des problèmes de relation comme une personne
plus âgé peut avoir. Puis il y a un enfant, tu sais. C'est ça. Fait que là, c'est comme... Il tisse plus bien qu'avant. Il y a un nouveau. Mais ça pour dire, je pense pas que c'est vraiment un risque. Comme pour dire la vie un peu, ça pour dire, je pense pas que c'est vraiment un risque quand t'as 20 Peter Parker dans un film, t'en tues un, là. Je pense pas que c'est un gros risque. Mais c'est pour ça que c'est du génie. Surtout que tu tues celui qui ressemble pas au Peter Parker comme d'habitude. C'est pour ça que c'est du génie, ce qu'ils font, tu sais. C'est pour ça que ça marche bien, leur film, puis que c'est génie, ça a été copié par toutes les autres franchises. Par peu, par reste après. Ouais, ben c'est ça. Les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Le multiverse, d'ailleurs, c'est déjà épuisé. Moi, c'était un move de désespoir des studios. Vite, ça nous prend quelque chose pour attirer le monde. Regardez, Michael Keaton. Wow! Ouais, ça fait du sens maintenant. Ça fait du sens, ouais. Tout le monde a comme sniffé la bullshit derrière. Personne ne regarde ça en disant comme genre, OK, wow, il y a vraiment une intention créative derrière ce genre d'affaires-là. C'est pas du tout pour attirer genre de la vieille nostalgie de vieux cons qui pensent comme je l'ai vu, elle veut me le voir ce film-là. Puis la c'est exactement ce qui est arrivé. Ce film-là n'a pas fait d'argent. Tout le monde a vraiment. Les gens sont pas si cons que ça. Un peu, mais pas si cons que ça quand même. Là. C'était cynique de Flash. Hein? C'était cynique de Flash. Mais c'est ça. On le savait. Tant mieux, le film n'a pas fait d'argent. Je pense que ça a juste prouvé que regarde tes vieilles tactiques. Une vieille tactique, ça a marché avant parce que ça a bien été exécuté auparavant. Mettons dans le cas de Spider-Man 3, le film était bon, là. Puis, mais c'est parce que les personnages étaient bons. Ils ont réussi à créer une belle cohésion entre eux. Ils ont développé une histoire, des beaux narratifs, des beaux thèmes. Là, dans le cas de Michael Keaton, c'est Michael Keaton qui est là dans le film. Tu sais, quand t'étais petit, Batman là, dans les années 80, mais c'était lui. C'est pas mal ça que ça dit, là. C'est différent. Tout à l'heure, je me souviens plus lequel vous l'a mentionné, mais les films, tu sais, peu importe le film, il sortait, c'était aller le voir, c'était un événement. C'était comme un événement. Puis je pense qu'ils ont perdu cette touche Marvel. En tout cas, là, ils ont perdu. C'est une mort prévue il y a longtemps. Là, on savait juste pas quand est-ce qu'elle allait être arrivée précisément, mais tout le monde le calait. Ben, à la fin, je pense qu'on sait tout. Parce qu'on parlait déjà de fatigue de super-héros autour de 2016, 2017, 2018. On était déjà là-dedans. Après le premier Avengers, là, c'était déjà comme, bon, ben, hey, on a eu notre gros mash-up de tous les super-héros ensemble. Non, c'est pas fini. Là. Non, c'est pas... Déjà là, ils commençaient à en parler dans le temps. Ouais. C'est ça. Mais les films continuaient, puis les films étaient bons. Quand même, puis on se dit c'est pas nécessairement des mauvais films. Là. Au contraire, il y a des choses excessivement divertissantes, puis ce qui est fort aussi, c'est comment ils ont réussi à créer un attachement vers les personnages, qui est la meilleure chose. Mais le core. C'est ça. Le core, c'est ça. C'est de prendre des personnages inconnus, tu les introduis, puis tu t'attaches à eux autres. C'est pour ça qu'on a continué, parce qu'on aimait les personnages. Parce que c'est pas comme genre, je m'en calise la prochaine aventure. Non, si t'aimes le personnage, tu vas continuer. Puis la face, c'est... On a tout un peu continué le super-héros parce que c'est pas encore fini. Mais quand Endgame est arrivé, je pense que beaucoup de gens collectivement ont fait comme bon... C'est fini. Là, c'est ça. Je pense qu'on a atteint le bout. Il y a quelques films qui sont sortis après pour faire comme genre, OK, peut-être moi juste finir cette histoire-là avec lui, finir cette histoire-là avec lui, mais c'était ça. C'est juste finir des histoires non conclues. L'erreur, c'est qu'ils ont reset-up d'autres choses. Jamais marché. Puis Guardians of the Galaxy, il est excellent, mais encore une fois, le 3, c'est-à-dire, ils sont tous bons, là, mais il était supposé sortir bien avant. Il était supposé... Fait que moi, je le traite comme un film de phase 4. Attends, on est en 5. Je me souviens plus quelle phase. Il était supposé sortir avant Avengers Endgame. Okay, Il était supposé, sauf qu'il y avait eu toute la polémique que James Gunn avait quitté Disney, parce que, en tout cas, fait que le film, il est sorti vraiment beaucoup plus tard dans le timeline de Marvel. Mais moi, je traite ça comme un film du temps de gloire qui est sorti plus tard, puis c'est pour ça qu'il a été bon puis populaire, tu sais, comme un genre d'anomalie, là, tu sais. Je pense que ça parle à son... peu importe, il est placé où dans les phases de Marvel, il est à sa place. Ben, il est à sa place. Il stand alone. Oui, il stand alone. Il n'y a pas besoin du reste autour pour fonctionner, parce que c'est un bon film à la base. Exactement, mais moi, je trouvais qu'il y avait comme vraiment un chunk de qualité de plus que tout ce qui ont sorti dans cette année-là, qui était Doctor Strange 2, Thor 4, The Eternals, qui avait... c'était l'année d'avant, mais 6 mois avant, 8 mois avant, plus ou moins, tu sais, qu'il y avait vraiment comme un autre shot. Tu voyais que ça donne un autre temps du MCU, que moi, je trouvais. Ouais, il faisait partir quelque chose qui est une machine qui pouvait juste pas repartir. Les gens étaient vraiment pas willing de se rembarquer dans une aventure comme celle-là. Mais j'aimerais vous poser une question à tous. D'après vous, dans
Parce qu'on peut se dire que la MCU probablement été la franchise qui a eu le plus d'impact culturel dans le monde du cinéma des dernières 10 années. Des 20 dernières années qu'on peut dire. Là. Depuis les premiers Spider-Man. Là. Même si je parle carrément MCU, ce qui a commencé avec Iron Man en 2008. Ouais, je parle de ça. Je parle de toute cette grosse franchise-là. D'après vous, c'est quoi les plus... en dehors de juste ces films-là, c'est quoi les plus gros impacts que ça a eu sur notre cinéma maintenant? Beaucoup de gens qui ont essayé de les imiter. Beaucoup de gens qui ont... Ça a changé le modèle d'affaires au grand complet. Je pense que le plus gros impact qu'on peut donner à Marvel, c'est de solidifier ce qui est une franchise de multiples films. C'est vraiment de faire des films qui sont en eux-mêmes incomplets, puis que ça sert juste à teaser le prochain. C'est pas mal. Tu sais, oui, ça se faisait avant, mais Marvel ont vraiment popularisé ça solidement. Le fait qu'il y ait 2 post-credit scenes dans des films, pas mal Marvel, qui ont encore une fois solidifié ça dans l'industrie. C'est un nouveau concept qui n'était pas vraiment dans le cinéma. C'est vraiment juste à cause de Marvel qu'il y a du monde qui reste assis pour tous les credits. Qui ont clairement pas de post-credit scene. Je serais prêt à dire que ça a un des plus gros impacts, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de films maintenant qu'on remarque que le monde... Je me souviens plus jeune, quand je travaillais au cinéma, dès que les crédits commençaient, tout le monde crissait son camp. C'était automatique. Mais quand les Marvel ont commencé à sortir, là, puis après un moment, encore maintenant, le monde, il reste jusqu'à la fin du post-credit scene pour tout. Autant que c'est grand désarroi des employés du cinéma. Oui. Autant que je veux laver les sièges. Au pain, j'avais pas tant ce problème-là. Mais mettons, cinéma Saint-Eustache, quand je travaillais là, puis qu'on avait 3 présentations par jour, puis des fois back-à-back. Comme vite, sortez de la salle, j'ai 5 minutes pour nettoyer votre crise de bordel. Exactement. C'est votre champ aussi, mais avant, ça devait pas être un problème parce que, comme tu dis, le générique commence, on sac notre camp. Puis maintenant, c'est de mise. Regarde juste Hunger Games qui est sorti cette fin de semaine. Le monde ira jusqu'à la fin de générique pour être sûr qu'il manque rien. Ouais. Ils ont jamais fait ça, je pense, Hunger Games, sauf que c'est un réflexe. Ça serait le genre de film qui pourrait le faire. C'est un réflexe. Bullet Train. C'est tous des exemples que je peux prendre. C'est un gros impact, ça. Pour revenir à ce que tu disais, Hugo, par rapport à une sorte de sérialisation des films, ça, tu peux appeler ça de même, en quelque sorte. Ils ont rendu ça très série. Là, on dirait qu'à ça, après, quand c'est arrivé, toutes les franchises qui existaient essayaient d'une façon ou d'une autre d'imiter ce modèle-là, alors que c'est même pas dans l'esprit que c'était possible collectivement avant de te faire OK, t'as cette série-là de films, puis là, t'es merge ensemble, puis c'est la même série de films. DC a essayé de le faire. T'as des films qui sont pas des films de super-héros qui filaient comme des films de super-héros. 2010 à 2020, là. J'ai un exemple. Ben, je pense pas qu'on aura le temps d'en parler tantôt, fait que je vais en parler tout de suite. Mais le remake de Robocop feel comme une origin story de super-héros, puis ça n'a pas rapport, ça n'a pas lieu d'être. C'est vraiment. Puis c'est vraiment l'impact là, de Marvel, parce que tu te dis, ben c'est sûr qu'ils se disaient, on va en faire une trilogie au moins. Fait que le premier, on le consacre juste comme à l'origine. Puis on passe beaucoup de temps sur des affaires que ça sert à rien. Ça sert pas le propos du film pantoute. Il y a pas un film de Robin des Bois aussi qui était sorti. C'est comme un genre d'origin story de Robin des Bois ou du Prince Arthur. Avec Russell Crowe. Non, plus tard que ça, avec Taron Egerton. Ouais, lui. Oh oui. C'est quoi le film? Ça il y a un extrait de podcast, je me souviens, qu'on disait pourquoi est-ce qu'ils ont donné le traitement super-héros à ce personnage-là qui n'a aucun rapport avec les super-héros. Oppenheimer, c'est ça. Le marketing des films. Il y a des scènes de Oppenheimer qui est très super-héros, même pas dans le marketing. Juste, je vais pas me répéter, mais juste quand son collègue scientifique il dit pourquoi tu t'habilles en militaire, on est des scientifiques. Je dis, t'as raison. La scène d'après, c'est lui qui met son gear puis qui met son chapeau, son iconique chapeau. Il marche au slow motion. Donc, OK. Comme son suit. Oui. Fait que ça, je pense que ça aussi, en effet, je pense qu'il y a bien des studios qui ont dit, ben vite, il faut qu'on fasse un super-héros avec notre personnage, s'il n'y en a pas un. Je pense pas que c'est pas ça l'intention derrière Oppenheimer, c'est juste un petit fait cocasse que je nomme. Là. Mais il y a des films qui sont littéralement complètement allés dans la direction, OK, c'est un film de super-héros à cette heure. Lightyear, ils ont fait ça avec Buzz Lightyear. Super-héros, tu sais. C'est un Space Ranger, c'est pas un super-héros, il y a des nuances quand même. Là, mais tu sais, c'était Chris Evans qui faisait sa voix, puis je pense qu'il
co-producer le film. Fait que ça se peut très bien qu'il y ait de l'influence sans nécessairement chier sur Chris Evans, là, mais je pense que lui, dans sa carrière de film, tout ce qu'il connaît, c'est vraiment juste les films de super-héros. Là. J'ai vu, il a mis sa touche de ça. Là. J'ai vu hier un YouTuber que j'aime bien, je t'avais montré l'autre fois, un Man Carrying Things, qui fait des petits co-vidéos très satiriques, très sarcastique sur l'industrie du cinéma, puis ça dit Marvel right now. C'est comme le PDG qui dit hey, check, on a de nouveaux films, il perd des millions. Ok, c'est pas grave. C'était comme son assistant qui dit est-ce que je pèse sur le bouton, monsieur? Non, pas tout de suite, ça vaut pas la peine. Un autre film, il perd encore plus. The Marvels, dans le rouge complètement. Ok, là, c'est assez, je pèse dessus. Puis il est écrit give Robert Downey Jr. trillions of dollars. Il slappe le bouton de toutes ses forces. Le désespoir. J'espère sincèrement qu'ils vont pas faire ça. Mais ils vont le faire. J'ai lu quelques articles qui disaient qu'ils voulaient aller rechercher. Ah oui. Mais j'espère pas, parce que Crime, tu sais, là, t'as fini. C'était une belle manière de finir, là, tu sais, avec Robert Downey qui quitte et Captain America aussi qui quitte. C'est sûr qu'ils vont. Chris Evans, je ne pense pas qu'il va revenir. Lui il a dit qu'il était tanné. Il voulait passer à autre chose. Robert Downey Jr. il a pas dit qu'il voulait plus. C'est juste qu'il coûtait trop cher, puis son contrat était terminé, puis à la place de le renouveler, puis payer encore plus cher, ils ont juste dit ok, ben regarde, on va l'écrire, il est mort, fini, on passe à autre chose. Mais lui, il aime ça, l'argent, Robert. Ah oui. C'est pas un manque d'intégrité, c'est juste qu'il aime ça acter, il aime ça de l'argent, il aime ça être sur des plateaux de tournage, puis c'est un bon cast. Tout le monde dit que les productions Marvel, c'est vraiment le fun. Les acteurs qui travaillent là-dessus, ils ont tous du plaisir. Fait que pourquoi qu'ils diraient non? C'est sûr qu'ils vont le ramener. Il va dire oui s'il y a assez d'argent, c'est sûr et certain. J'espère que non, franchement. J'espère que non, parce que ça serait tellement ça va faire de la... Ben, comme t'as dit ça va faire de l'argent, ça va être comme un temporaire, genre de électrochoc pour marcher. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? Même Thor, là, le Thor 4, il a pas super bien. Ben, c'était correct, il a fait 500 quelques millions, mais c'était fini. Puis regarde, quand ça a terminé. Puis ça, c'est drôle quand même parce que le film, il a fait de l'argent puis il a été rentable quand il est sorti. Mais à Disney... peine rentable, mais oui. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il a pas fait autant que les autres avant, il a fait. Puis là, Disney, ils ont fait comme bon, Taika Waititi, out. Christopher Hemsworth. Mais il fait. Il fait un film de Star Wars, hein, Taika Waititi. Ouais, c'est ça. Mais ils l'ont regardé. Au début, il était supposé de canceller, finalement, non. Il arrête pas de dire, vous allez voir mon film, il va fâcher tout le monde. Ouais, exact. Wow, merci. Cool. Je pense que je m'en crise de Star Wars. Mais j'ai compris une affaire, par contre, c'est que dans le monde de Disney, Star Wars et MCU, c'est deux gestions différentes. Deux gestions complètement différentes, comme justement, c'était en parlant avec le... C'est deux monstres machines complètement différents, séparés. Oui. C'est comme je parlais justement avec le président d'Hybrid après puis j'ai dit tu fais-tu encore des effets spéciaux pour Avatar, pour tout? Il a dit maintenant on fait exclusivement Star Wars. Il dit ils nous ont comme monopolisé juste pour eux. Fait que j'étais comme OK, fait qu'il n'y a pas de sharing entre les différents départements. Je sais pas si ce serait le bon mot à utiliser là, de Disney. Là, mais est-ce qu'Hybrid, est-ce qu'il appartient à Disney, somehow? Non, c'est leur propre compagnie. Ouais. Okay. Ils appartiennent à Ubisoft. Ubisoft, ils louent ça à Disney pour faire des Star Wars. Ouais, je sais pas s'ils louent, mais leur contrat, c'est exclusivement avec Star Wars. Mais ouais, ça. Taika Waititi, il était out. Ils ont dit non, je ferai pas d'autres films. D'ailleurs, il y a un article cette semaine qui était je veux faire des films plus petits. Là, je veux pas faire des gros films de même. Star Wars. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, sauf Star Wars. Puis Christopher Hemsworth, il a dit qu'ils l'ont pas appelé. Il a dit ils m'ont pas appelé pour en faire d'autres. Puis il a dit ça tombe bien parce que il y a son problème. Il y a un haut taux de possibilité qu'il ait l'Alzheimer. Lui, c'est... Ah ouais? Christopher, ouais, il y a ça. Je pense que son nom, c'est juste Chris, by the way. Ouais, je pense que c'est juste Chris. Ouais, Chris. Ouais, mais il a dit qu'il a découvert qu'il y avait comme il pouvait commencer l'Alzheimer à genre 50 ans, quelque chose. Fait qu'il a dit qu'il prenait un break du mais tu sais, pas genre le genre de petit bobo qu'un acteur se sort pour dire oui, faut que je prenne un an de break. C'est Alzheimer 2. Alzheimer 2.0. C'est la pire. Anyway, ils ont fait ça pour un film qui a fait 500 millions. Fait que je veux même pas imaginer comment ils sont en panique en ce moment pour un film qui a fait 60 millions et qui en a coûté 200 millions. Ben, peu importe ce qu'ils vont faire, il faut qu'ils se renouvellent. L'ancien modèle ne marche plus. Ben, l'affaire, c'est que je m'en fous totalement qu'eux, ils le fassent. Moi, je pense qu'ils ont trop eu leur place. Ça va, vous dire comme cool, vous avez eu du succès dernièrement, mais comme clairement, niveau créatif, vous le chiez en ce moment. Tu sais, on pense que ça serait bien que d'autres gens fassent
le fasse plus. Au final, c'est ça les films créés de façon très corporate, où est-ce que les décisions créatives sont dirigées entièrement, majoritairement à part des focus group, des board meetings. C'est ça, des charts, puis ce qui essentiellement tue la créativité. Au final, c'est ça qui a fini par tuer toute franchise là parce qu'ils n'ont pas su renouveler cette créativité-là. Puis les gens sont capables de le dire, c'est pas bon. Puis les meilleurs films qui en sont sortis, vraiment, c'est ceux qui ont plus vraiment une patte créative, une patte d'auteur, où est-ce que on a mis un auteur en confiance dedans, puis vas-y, sors-nous une vision. C'est ça qui va donner le succès au prochain film, mettons, de DC. Parce que Batman. C'est ça. Batman, mais quoi que dans tous les derniers films, ils ont fait ça essentiellement, parce que, mettons, t'as bien beau dire ce que tu veux de Zack Snyder, il a sa patte en Chris. C'est juste que, mettons, moins bonne que certaines autres, mais on rentre pas dans un débat sur lui. On n'est pas là pour ça. Mais tu sais, prends le dernier Batman. C'est vraiment à cause de Matt Reeves. Là. Clairement, ce gars-là a une hostie de vision. Joker aussi, clairement. Puis, anyway, juste pour dire que ça paraît quand c'est corporate, quand c'est décidé par des charts puis des tableaux Excel. Là, c'est là que je voulais qu'ils prennent des vrais risques pour finir avec ça. Là, Marvel, ce qu'ils ont annoncé, c'est une nouvelle banner qu'ils vont appeler Marvel Spotlight. Ah ouais. Qui est des histoires à plus petit range qui sont vraiment focusées sur un personnage. Puis ils ont l'air d'insinuer qu'ils vont laisser plus de place aux réalisateurs. OK. Puis c'est ce qu'ils faisaient avant. C'est ça que je voulais dire aussi. Avant, ils faisaient ça. Taika Waititi qui a fait Thor 3, c'était comme... Wow, OK, c'était comme un gros shift là, dans tout ce qui s'était fait avant. James Gunn qui fait les Suicide Squad qui sont vulgaires, rough. Mais là, ça va drôle. être encore plus petit que ça. C'est cool. C'est ce qui rendait ça cool. Spotlight, c'est vraiment le but là-dedans, c'est de dépenser moins pour ces films-là. De faire des plus petites productions, c'est tout à leur intérêt. Là, parce que c'est normal que ça n'ait pas d'argent quand ton film t'a coûté 300 millions. Là. À un moment donné. Puis un film comme Marvel, ça n'avait pas bon sens que ça coûte. Apparemment que le price tag, c'est entre 200 et 230 millions. Aucun sens. Ça n'a pas de sens. Avec le marketing? Brie Larson... Non, sans marketing. C'est ça. Ouais, c'est ça. Brie Larson, c'est l'actrice... non, j'avoue qu'il y a Samuel L. Jackson dedans. Lui, il doit coûter cher quand même. Brie Larson, c'est pas l'actrice du MCU qui coûte le plus cher. Les deux autres actrices, eux, ils ont rien coûté. OK, là, je vais être 100% honnête, là. Je veux dire, c'est pas des actrices connues. Puis eux, ils ont pas... bundle 2 pour 1. Ils ont pas payé... ils ont pas payé cher, ça, c'est sûr et certain. Fait qu'est-ce qui a coûté cher dans le film en bout de ligne? Où est-ce que l'argent est allé? Pas des effets spéciaux non plus, parce qu'apparemment ils sont pas fantastiques. Fait que where the fuck c'est pas parce que les effets spéciaux sont pas fantastiques qu'ils ont pas coûté cher. Exact. Ouais, ça c'est quand t'es refait 8 fois parce que tu rewrites le film, ça finit par coûter cher. Ça, c'est très vrai. Fait que où c'est que l'argent allait? Mais non, parce qu'il paye pas. Ouais, il laisse faire faillite. It's one simple trick. Il laisse faire faillite. Il paye pas tes artistes. Ouais. Le Spotlight qui ont annoncé pour l'instant, c'est un film de Daredevil avec Charlie Cox encore qui va revenir. Ils ont un film qui s'appelle Echo. Je sais pas trop c'est quoi. C'est plein des plus petites productions là, qui. Vraiment, c'est un peu eux qui fait comme check. Comme on disait, la machine est finie. C'est essentiellement le Zeitgeist est mort de tout ça. Fait mais on peut encore faire de l'argent. La brand a encore une valeur. La brand a encore une valeur. Dans notre monde aujourd'hui, un des impacts que Marvel a eu, c'est juste renforcer excessivement l'idée que ce qui est important, c'est pas nécessairement avoir un bon synopsis, avoir une bonne idée, avoir ne serait-ce que de la qualité active, c'est la reconnaissance de marque. C'est ce qui fait qu'un film... En tout cas, à voir, ça va changer dans d'autres directions dans les prochains temps. J'ai un feeling qu'il va y avoir plus de place à des créations originales. Puis tant mieux, Chris, ça fait longtemps qu'on le demande, puis il est temps. Ouais. Mais bon, je vais le prendre maintenant plutôt que pas. Qu'est-ce que j'allais avec ça? Mais... J'ai vu aujourd'hui, avant que vous arriviez sur Internet, sur Twitter, des journalistes ont demandé à une des actrices de Marvels comment tu réagis au fait que ton film ne fait pas d'argent. Qu'est-ce que tu espères avoir comme réponse? Je suis déçu, mais on a aimé le film, on espère qu'il y a du monde qui va aimer ça. Elle a répondu que c'était pas de ses affaires l'argent, puis qu'elle est contente que ça l'ait plu à ses fans. C'est une très belle réponse. Mais c'est une bonne réponse à une question de marde. Je trouve que les journalistes, ils vont faire les requins avec quand un film fail, échec. Parce que demandez pas à l'actrice, tu sais, je veux dire, elle a fait le film, mais c'est les producers, puis c'est Kevin Feige. C'est ça, tu sais. Elle a donné un scénario avec comme genre, OK, joue ça.
C'est pas de sa faute, la qualité du scénario, la qualité de la réalisation, la qualité du marketing, la qualité du film en général. Elle a une petite part de responsabilité quand même. Ça joue mal volontairement. Ouais, c'est ça. Mais... Ça a fait un Wesley Snipes move, puis elle a dit moi, j'ouvre pas mes yeux, je suis pas content. Ouais. Oui, dans ces cas extrêmes-là, oui, en effet, là, si tu fais pas ta job. Si je crame ton film au complet, ça me coûte 100 millions, je m'en calisse, mon ego à moi, il est gros de même, puis j'en vaux 8 milliards. Ouais, c'est ça. Ça me change. Pour les gens qui écoutent, ils n'ont pas vu les mains de Perry, mais il a dit gros de même. Mettons, mettez vos mains là assez larges. Exactement. Audio description. Il y a quand même vraiment des très grandes mains. Oui, là. Des très longs bras. Je sais pas si vous êtes capable d'atteindre ça. Parlant de très longs bras. Ouais. Parlant de très longs bras. On a écouté cette semaine Robocop. Yes! Le lien est... Je vais tout de suite sauter à la fin du film. Quand il exécute le PDG de la compagnie puis qu'il tombe dans le vide. Il y a des très longs bras. C'est une marionnette, là. C'est du stop motion. Mais pourquoi il y a des très longs bras de même? Je sais pas, il ressemble à un orang-outan. Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le garder? Mystère. Bref, on a écouté... Explique-nous Robocop. Fais-nous une petite intro pour ceux qui savent pas c'est quoi. Robocop. Film des années 80... Mm-hmm. Big Time 80. Oh, ah, ça, je sais pas. 84. J'aurais un réflexe de dire 84. Il y a une place qui s'est ouverte à l'animation du podcast. Charles ne nous sert plus à rien parce qu'il était là pour nous dire les bonnes dates au bon moment. J'avais un réflexe de dire 84, comme toi, mais j'aurais dit dans le tard, c'est 87. 87, fin 80. Ce que ça raconte, dans un monde dystopique où les forces policières sont privatisées, ont une compagnie qui met bien de l'argent pour prendre un policier qui s'est fait abattre en pleine opération pour le transformer en robot. Il n'est plus humain, il n'est pas robot, il est 100% policier. 50% robot. 50%, 100% policier. Ouais, c'est ça, ça va avoir tard, je pense. 100% cop. C'est malade. À une époque où les gens avaient encore un bon regard sur les forces policières, faut croire, parce que sont cool, les policiers là-dedans. Puis c'est un film aujourd'hui. Non, les années 80, c'est des années très, très conservateurs, là, quand même. Ça. Là. Juste pour que tu aies un policier dans le parking du Dunkin' Donut qui peut se faire des gun flips, genre, puis s'amuser avec son fusil comme si c'était un jouet. Puis juste comme, waouh, trop cool! Je fais ça parce que je veux que mon fils me trouve cool. Cool. Génial. Bref. Donc, Murphy devient un Robocop, qui est une machine de loi et d'ordre inarrêtable. Le film est réputé pour ses practical effects vraiment cool, autant dans le stop motion, dans la maquette, que dans les costumes vraiment élaborés. Puis dans le gore aussi, je sais pas, est-ce que vous avez écouté le film, la version que je vous ai envoyée? Absolument, oui. Fait que la version Director Scott, qui est pas C'était un Director Scott? Pas plus longue. C'est juste que la version Theatrical, il a enlevé beaucoup de gore. La version Director, c'est la version avec le plus de gore que tu peux avoir. Ah, j'avais pas remarqué. Il y a dans les extras aussi que je vous ai envoyé dans le lien, il y a une scène, il y a une vidéo qui compare les deux versions. C'est vraiment, ils n'ont pas enlevé des scènes, ils ont vraiment juste filmé de façon différente des shots de gore. Ils ont mis ça plus d'ensemble, moins zoomé sur les torses qui s'ouvrent puis les mains qui explosent. Puis... Wow! Ouais. Donc, genre le gars qui se fait exploser à la fin sur le char. Là. Donc, ce que vous avez vu, c'est la vision de Paul Verhoeven. Ouais. Qui est vraiment ce qu'il voulait présenter. C'est qu'un réalisateur que maintenant j'adore, il est dans mon panthéon parce que j'aime beaucoup Starship Troopers aussi, qui est un film avec beaucoup de second degré. Ouais. Robocop a énormément de second degré aussi. Parce que j'apprécie beaucoup du film. Il est même peut-être plus second degré que Starship Troopers. Ah, quasiment. Ouais. J'adore les publicités qu'ils mettent dans le film à des moments un peu random. Genre, un produit complètement ridicule. ça marche vraiment beaucoup avec le ton du film en général. Ouais. De... I'll buy that for $1. Tout le monde qui fait comme ça. Les gens ils trouvent ça hilarant, cette émission-là. C'est quoi cette émission-là? Il y a des, je pensais que c'était un film porno. Il y a des filles avec des gros seins. C'est ça. Ça fait partie de la vision dystopique de Paul Verhoeven. Moi, j'adore ce film-là. Vraiment. Tu te rappelles pourquoi tu t'avais choisi, en particulier Robocop? C'est parce que ça faisait longtemps que j'avais vu. J'ai pas vu en fait le reste. Je vous avais offert que si vous aviez le temps d'écouter tous les Robocop. J'ai tout écouté. Moi, j'ai écouté les trois originaux. J'ai pas écouté le remake. Ok. J'ai pas eu le temps, puis ça me tentait pas.
Oui, ça faisait longtemps que j'avais vu l'original, je voulais le revisiter, puis récemment, il y a eu le jeu de Robocop qui est sorti, qui avait l'air vraiment chouette, j'ai pas eu le temps de jouer encore, fait que ça m'a un petit peu plongé dans l'envie d'écouter ce classique-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Charles commence. Ok. Oui, j'ai toujours une relation un peu particulière avec Robocop. C'est la troisième fois que je le vois. Hein. Et je pense que c'est peut-être la fois que j'ai le plus aimé cette fois-ci. Okay. Mais j'avoue que ça me prend beaucoup d'efforts pour apprécier ce film-là. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas nécessairement capté le second degré. Puis je pense qu'il y a très peu de gens qui savent que c'est un film très, très satirique. Mais je pense que le studio lui-même, il le sait pas. Je te garantis, eux, ils savaient pas. Puis la plupart des gens le 2 puis le 3, non, ils le savent pas. Non, c'est ça. J'ai pas vu encore, mais je sais que j'ai entendu que l'élément satirique s'est perdu dans ces films-là aussi, comme Starship Troopers aussi, d'ailleurs. Ouais. Puis la deuxième fois que je l'ai vu, c'était dans un cours à Concordium, au cours d'études du genre criminel au cinéma. Okay. Justement... Ah ouais, cool. Ouais, non, c'était un cours particulier que j'avais beaucoup aimé. Puis même là, l'élément satirique, j'essayais bien fort d'essayer de le capter. Il me rentrait pas nécessairement dans la tête. Puis là, la troisième fois, OK, là, je pense que je commençais à... Peut-être que j'étais un con aussi là-dedans, là, mais... La première fois que je l'ai vu, j'étais ado aussi. Mais on a déjà eu une discussion similaire pour Starship Troopers quand on était à l'université. Je me souviens que tu me disais, wow, t'as aimé ça, genre, puis... Ah ouais? Ouais, je me souviens que tu n'avais pas aimé Starship Troopers. Mais je pense que je l'apprécierais peut-être plus aujourd'hui. Je me rappelle de certaines scènes puis je les trouve très drôles. Ouais. Mais là, je l'ai réécouté comme genre, OK, là, je capte. Ça va. Là, mais malgré tout, malgré que je ressens la satire de ça, puis aussi, on va se dire, c'est un monde un peu distant aujourd'hui. Ouais. Ce qui s'attire dans ce film-là, je pense que tu le catches mieux si tu as vécu ces années-là, mais je pense qu'en connaissant mieux les années 80 aujourd'hui, OK, là, je comprends c'est quoi les références, la culture de la violence, la glorification de la police. Oui, tu sais, juste la glorification des compagnies. Les années 80, c'est des années très corporate, très... tu sais, voyons... les personnages dans Wall Street, là, c'était l'idéal. Ce que tu pouvais devenir des années 80, c'est être riche, faire de l'argent, tout l'équipe. Être un corporate dans ces années-là, c'était être cool. Ouais. C'était bien vu, le capitalisme. Fait que l'idée d'une compagnie qui développe de quoi pour la police, mais l'idée, c'est comme genre, le gouvernement, eux, ils savent rien faire. Les compagnies, eux, c'est eux qui sont cool. Si une compagnie le fait, ça veut dire que c'est eux qui font la bonne chose. Ça va être efficace. Ça va être efficace. Puis c'est ça qu'on s'attire, une partie de ça qu'on parodie dans le film, quand le robot, il est pas capable d'arrêter ou puis qu'il tire le gars en plein meeting. Puis que le boss regarde l'autre gars puis il dit « Je suis très déçu. » Pendant que le gars se fait exploser en sang, c'est le boss de la compagnie qui fait mettre sa main dans son front, découragé. C'est bizarre. Je suis remarqué qu'à la fin du film, la compagnie, ils s'en sortent très bien. Là, c'est le exec Dick qui se fait tuer. Mais le Big Boss, lui, il est comme « You're a good cop, son. Thank you. On continue nos affaires. » C'est comme « C'est pas correct ce que vous faites. » Ça fait partie un peu du propos des films que OCP ont jamais... La corporation en question ont jamais de répercussions négatives. Non. C'est toujours genre « Ah non, ça va nous coûter cher dans notre budget de marketing. » Ou c'est dans le 2, je pense, qui dit « Let's put our best spin guys on that. » Ouais. C'est horrible ce qui vient de se passer, puis il est comme « Ok, il nous faut une team pour spinner ça là, dans les médias. » Mais j'avoue que malgré que là, j'apprécie plus ce film-là de ce côté-là, malgré ça, je dois pas avouer que pour moi, c'est pas nécessairement un grand film, à mon avis. Oui, il y a l'élément satirique. Est-ce que la satire dit vraiment grand-chose? Non, pas nécessairement. Je pense que j'apprécie plus cette version-là que ce film-là joué straight. Peut-être, ça ajoute un élément vraiment plus différent dans le tout. Mais à quel point le film dit quelque chose avec cette supposée plus-value-là, pas tellement. Puis en réécoutant le film, j'ai été surpris de voir à quel point il y a très peu de moments où ce que la prémisse du Robocop est particulièrement utilisée. Par là, je veux dire littéralement un policier robot qui attaque du monde et qui... un élément qui est drôle aussi, c'est qu'à un moment donné, tu as comme une scène vraiment de genre quasiment 10 minutes où ce que tu vois Robocop être Robocop. Ça veut dire, il parcourt les rues dans sa voiture, là, il voit un crime, puis clairement, il y a des crimes à chacun moment là, de la journée. De Détroit. Hein? Dans la belle ville de Détroit. Absolument. Qui, dans ces années-là, était en gros déclin. C'est pour ça que ça. Mais une fois que cette scène-là, puis ça, il arrête jamais le monde, il pratique jamais le devoir de policier, il fait juste arriver,
tue tout le monde. Ça, c'est très drôle. Ça, je le reconnais. Ça, c'est des moments que j'aime. C'est. Il s'en va. Mais il y a quand même besoin d'un mandat pour ouvrir une porte. C'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Ça montre juste. Il y a comme une grande absurdité là-dedans que j'aime bien. Mais l'affaire, c'est que le moment où c'est un robot qui arrête du monde, qui tue du monde, qui arrête des crimes, ça dure peut-être 10 minutes dans tout le film. Après ça, ça embarque plus dans la narrative de est-ce que je suis un robot en fait ou je suis un humain. Cette narrative. Sacrément. Dans les deux autres films, ils font juste parler de ça encore. Ouais, c'est ça. Ils font rien avec ça. Dans le premier, tu te dis peut-être que c'est sous-utilisé. Dans les deux autres, ils essayent trop puis ils s'en vont nulle part parce que. C'est le même discours dans les 3 films. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis le 1 l'a déjà closé. Ouais. Ça, je pense que c'était pas. Ouais. Puis alors que je pense que ce film-là aurait peut-être prendre plus de temps dans cette partie-là pour que le film marche mieux, à mon avis. Tu sais, au lieu de revenir dans la narrative, le passé du personnage, il se rappelle ou whatever. Comment là, ils ont rien fait d'ailleurs avec ça. Encore une fois. Peut-être ça aurait pu être intéressant si tu savais pas au début du film que le robot c'est un policier avant ou whatever. Ou si. Puis là, tu découvres ça comme genre, ok, là, ça peut-être, mais là, c'est pas. Mais anyway, pour moi, c'est un film qui marche plus ou moins. Avec moi, je suis down d'écouter les suites juste pour le thrill. Pour la joke. C'est ça. C'est-tu Paul Verhoeven qui les a toutes faites? Non. Juste le premier. Mais c'est ça. Il y avait du potentiel, mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est cliqué. Tant que ça. Cool. Mais c'est genre un 6 sur 10, genre aussi. Pour moi, c'est un film qui vient me chercher à tous les niveaux. J'ai adoré ce film-là. Absolument génial. Je pense qu'une chose que les gens critiquent beaucoup de Verhoeven puis de sa satire, c'est que c'est une satire très nihiliste qui amène pas vraiment de solution. Qui n'est pas intéressé à trouver des choses. Ça fait juste souligner des imperfections puis des réalités qui sont plates, qui marchent pas. J'ai pas de problème avec ça, moi. J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Je trouve le but, c'est de générer de l'humour. Puis ça marche. Pour moi. Fait que même si tu te dis comme je sais pas trop qu'est-ce qu'il essaie de dire avec cette satire-là, ou je sais pas trop où est-ce qu'il veut aller, pour moi, c'est pas grave. Mais je sais que c'est très personnel, là, parce que la critique est complètement valide. Puis pour ce qui est de l'histoire, je trouve qu'il y a pas vraiment de moments plates. Le pacing, il fonctionne, il est bon. Puis en bout de ligne, tout ce que j'attends, c'est la prochaine scène d'action. Où est-ce que. L'action est cool. Où est-ce que, c'est ça. Où est-ce que ça tire partout. Puis quelque chose que j'adore de ce film-là, qui se perd beaucoup, qui se perd dans les autres, puis qui se perd dans beaucoup de films d'action, c'est l'impact. Un peu comme. Tu tires sur quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Ou tu le vois à l'écran. Puis là. Oh boy, il y a des affaires qui se passent quand le monde s'attire dessus. Il y a des bras qui revolent, il y a des faces qui explosent. Il n'y a pas juste des petits squibs de sang, là. C'est des morceaux de chair qui revolent. Fait que ça rend c'est ça, ça rend l'écoute tellement plus enjoyable, je trouve. Juste parce que l'action est vraiment le fun puis vraiment bien scénarisée. Sinon, pour ce qui est du premier, non, c'est juste un film, moi je l'aime beaucoup, c'est un film qui marche beaucoup pour moi, là, puis que j'aime pas mal. On va commencer par faire le premier, puis ouais, c'est ça, puis après ça, les autres, on en reparlera un petit peu, là, parce la trame sonore est cool, là. Oui, la trame sonore, moi je l'ai trouvé excellente. Et iconique. Le sound design, j'ai été impressionné aussi, il y a des moments quand Robocop marche, ça j'étais comme, ok, c'est iconique, c'est vraiment le fun, c'est, ok, je ressens ça, je le reconnais, c'est très bon. Ça c'est bon, puis peu importe l'armurier qui a travaillé sur le film, là, il a vraiment mis un best-of des armes à feu des années 80. Là. Ça, là, c'est ouf. Vraiment un cool, peak. Des gros Uzi. Ouais, Uzi, des Mac 11, des G11. Même, on a eu des G11 à un moment donné. Les guns qui volent à la fin, les méchants, là, puis qui font exploser des chars avec, c'est-tu des vrais guns? Non, ça non. Ça, je pensais. Moi, écoute, c'était un film que j'ai vu souvent quand j'étais jeune. C'est Close to My Heart. Le film, c'est un peu un mess. Un peu comme tu dis, tu sais, l'histoire, c'est comme mon bout préféré du film, c'est la première fois qu'il est dans la rue.
Puis comme tu dis, il se promène pendant comme 10-15 minutes, il rentre dans le dépanneur, envoie le gars dans le frigidaire à bière. L'autre pauvre fille qui se fait se faire violer par les deux petits psycho qui le connent dans les couilles. C'est avec puis la musique, comme tu as dit, la musique, la trame sonore, là, la toune, c'est malade. Je trouve ça incroyable. Elle est bien utilisée. Elle est bien utilisée. D'ailleurs, dans le jeu, la première fois t'as joué déjà? Non, j'ai regardé un gameplay. Mais la première fois que tu contrôles, quand ça commence le jeu, après la première cutscene, t'es dans tu rentres dans une bâtisse, puis il y a plein de méchants, tu sors ton gun, puis là, il dit your move creep, ou il dit stop it scum, ou je sais pas quoi, il dit quelque chose de même. Puis là, la toune à part, puis là, tu te promènes, puis tu gunnes tout le monde. Là, ça a l'air malade aussi. Ça, c'est un art qui s'est perdu. C'est très années 80. C'est des bons one-liners. Il y a une petite particularité dans Robocop, que c'est des one-liners, mais il est dit complètement deadpan. C'est comme s'il était programmé, insert one-liner here, puis your move. Mais non, mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu de la personnalité d'Alex Murphy qui bleed à travers le programming. Parce qu'il y en a qui dit avant même. C'est comme ça que l'un des gars le reconnaît, parce qu'il dit Dead or Alive, you're coming with me. Exact, c'est ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est du bon petit setup. Puis le fait qu'il flippe son gun, mais il le fait aussi quand il est Robocop après, pour montrer que l'aspect humain de son cerveau prend le dessus sur le programming. La personnalité est encore là. Exact, c'est ça. Sinon, la manière qu'il bouge, je trouve que c'est clunky un peu. C'est vraiment robot. J'ai parlé avec Hugo, je le comparais un peu à Terminator qui est sorti dans ces mêmes années-là. Comment que lui, je trouve qu'il y a vraiment plus la posture et les mouvements d'un cyborg robot, peu importe, là, tu sais. Mais en même temps, ça rend ça drôle un petit peu. Le méchant Red Foreman dans That 70's Show, là. J'ai oublié le nom de cet acteur-là, mais il est incroyable. C'est ça, Red Foreman, asti que je le trouve incroyable. Toute la bande de méchants, je les adore. Sont tous méchants. Là, il sniffe sa coke, il parle. L'autre, il boit son vin, il met ses doigts dans le vin, il sniffe le vin. Quand il y a un gars de sa crew qui s'est fait tirer, puis c'est quasiment sûr qu'il va mourir. Puis il fait comme, OK, bon, ben, that's it. Can you fly? Non, tu vas pas faire ça. Puis il kick dans le champ du il dit, Can you fly? Exact, Can you fly? Swing par la fenêtre. Il est excellent. Ça fait partie du côté caricatural, de sa vision de caricature. C'est des méchants, ils sont méchants. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. C'est ça, les méchants sont méchants. Ils font de la drogue, ils dealent des armes à feu. Puis ils adorent la violence. Ils adorent la violence, puis les explosions, puis les policiers, là, ils se tiennent droit. Puis ils apportent de la justice. Un policier, qu'est-ce qui va arriver? S'il voit ça, il va juste direct, il va se prendre ça en main. Pas appeler les renforts. Non, pas créer une opération policière. C'est juste que c'est un super-héros. C'est l'homme qui va prendre ça en main et il va aller tuer. J'adore cette naïveté-là. Je sais que c'est naïf. Mais c'est la caricature. C'est la caricature. Ça, j'aime ça. J'aime beaucoup cette la caricature. La scène qui me fuck le plus, c'est vraiment la première fois qu'il l'emmène dans le poste de police avec les execs puis tous les hauts placés de la compagnie. Là, il l'assoit dans la chaise. Puis là, il est comme toi, tasse-toi. Ils disent rien au chef de police. La personne est comme, bon, il s'installe là dans ta pièce en arrière, OK? Puis là, c'est comme, il se nourrit de quoi? Le baby food, là, il monte la machine avec la marde qui sort de dedans. Puis là, t'as l'autre exec, premier réflexe, c'est juste genre, il fait genre, tastes like baby food. Genre, qui va manger cette marde-là qui sort de là? C'est qui son premier réflexe? C'est ça. Puis là, il est là, genre, OK, ben knock yourself out. Puis il continue à le manger. Genre, what the fuck? Genre, pourquoi? Pourquoi? Dans le 2, il établit que oui, c'est vraiment du baby food. C'est dans le 2 ou dans le 3? Non, dans le 2. Dans le 1. Ah, même dans le 1. Dans la fin du film. Ça, il amène du baby food. Ça, c'est tellement méchant. Comme je t'en de la bouffe, OK, il y a gun. Je m'en ai dit que dans le 2 et dans le 3, ils ramènent pas cet élément-là. Ouais, c'est vrai. On le voit pas manger du tout, les autres. C'est partie de la comédie qui s'est perdue dans. C'est ça. Non, j'ai bien aimé, mais c'est ça. C'est un peu un mess, un peu. L'histoire, j'aurais plus aimé, comme tu dis, voir les moments, les moments super-héros un peu. Moi, je trouve ça satisfaisant dans un film. Dans un moment où est-ce que tu vois quelqu'un d'innocent qui se fait violenter par du monde, puis là, t'as le héros qui arrive puis qui casse la gueule à l'autre, je trouve ça satisfaisant. C'est surtout à ce moment-là que tu vois vraiment plus le propos du film, puis après ça, comme l'histoire, le passé revient. C'est là que moi, c'est mon accroche au film.
Puis après, ça se perd. Fait que je suis comme. Ouais. Ça revient comme l'histoire en arrière, puis tout, puis là, le corporate stuff. Je comprends ce qu'il voulait faire, mais je trippe un peu moins. C'est comme tu peux prendre Batman. Dans Batman, c'est la même affaire. Tu vois la pauvre fille qui se fait hold-upper par un gars freak, puis là, t'es juste comme, pauvre elle, puis le Batman arrive, t'es comme, là, t'es dans le trouble. C'est satisfaisant, je trouve. Là. C'est satisfaisant. Là. C'est vraiment le fun. C'est un des trucs qui est vraiment le fun dans le jeu, parce que moi, j'ai joué, je l'ai acheté, Robocop Rogue City. Il y a beaucoup de moments comme ça. Parce que tu sais, je te promener dans des quartiers. C'est-tu open world? Semi. C'est comme des endroits ouverts, puis chaque mission, c'est sa propre endroit ouvert. Ouais. Puis il y en a où est-ce qu'il y a des civils, puis t'as besoin de les aider, ou il faut que tu les arrêtes, ça donne des contraventions, tout ça. Ça, c'est vraiment cool. Est-ce que l'élément satirique est dans le jeu ou c'est pas du... Ah oui, big time. Tu peux donner des parking tickets. Ouais, exact. C'est beaucoup plus proche du premier film, mais ça se passe entre le 2 et le 3. OK. Mais c'est le ton, c'est pareil comme dans le premier. C'est le genre de jeu que c'est une petite compagnie qui sont passionnés par l'original. Puis on dit, on va faire hommage à ça. Puis une continuité. C'est comme c'est une suite ou c'est un remake? Non, c'est une suite après. Ça se passe après le 2. Ok, ils ont inclus le 2 dans leur lore. Ouais, c'est comme c'est dans le canon, là. Ouais, c'est genre dans le canon entre le 2 et le 3. Là. Audacieux. Ouais. J'aurais pas inclus le 2 là-dedans. Il y a une partie de moi qu'en l'écoutant, je me disais, est-ce que la satire vient du fait que à quel point c'est voulu, ou d'abord c'est vraiment l'Européen qui arrive dans une culture américaine puis il s'est dit on va faire un film genre pour eux qui, dans le sens genre, dans sa tête il se sent tellement supérieur à eux, genre de leur petite culture comme il y a peut-être un peu de ça. Vraiment c'est sûr qu'il y a de ça là. Tu parles du réalisateur là. C'est néerlandais ce gars là. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un peu de ça, mais je pense quand même qu'il était conscient de ce qu'il faisait là, tu sais. Oui. Peut-être que ça est venu un peu de ce sentiment là, mais je pense que c'est une très bonne caricature quand même. Oui, c'est clair. Mais caricature à un point où les gens qui après ça l'achètent, ils cachent pas, ils embarquent en 100% là-dedans. C'est ça qui est spécial. Imagine, ce gars-là fait un film, une satire, puis il voit des enfants avec des jouets Robocop et des shirts Robocop, à quel point je vais comme... Non! C'est pas ça que je voulais transmettre. C'est comme le seul moment self-aware du 2. Oui, Robocop 2. À un moment donné, il y a il y a une pub de jouets à un moment donné, puis il y a un focus group où est-ce qu'ils regardent comment, puis ils disent faudrait les enfants, ils look up à Robocop. Ils parlent vraiment des enfants de Détroit à ce moment-là. Ils disent faudrait peut-être qu'on change un peu son programming ou un peu lui rajouter un peu des options parce que souvent il fait juste dès qu'il y a un danger, il fait juste tirer tout le monde. Ouais. Là j'étais comme ok, le 2 va peut-être être intéressant. Après ça, il n'y a plus aucun élément de satire. Il y a 2-3 scènes qui vont avec sa nouvelle programmation qui s'en va appliquer la loi que genre t'as littéralement une équipe de baseball d'enfants en train de saboter un magasin électronique. Ouais, sans saccager puis de voler. Ouais. Le Robocop il arrive puis il dit là vos parents ne seront pas contents. Hein? Il y a personne. Il y a un corps à terre, puis lui, il t'arrête de lire les Miranda Rights. Les Miranda Rights. Mais il est mort. Ça fait juste dire Murphy, he's dead. You're reading Miranda to a corpse. I think I'm not right. Mais si je me souviens bien, c'est parce que son programme il commence à être fucké un peu. Non, c'est parce qu'il l'a reprogrammé. C'est parce que les autres, ils ont rajouté, il y a 4 directives. Ils en ont rajouté genre 300. Ok, ouais. Fait que là, il est comme c'est ça, il est comme déchirant de toutes ces directives-là, ça marche pas. Genre. Okay. Il y a des éléments intéressants dans le 2, je l'ai pas complètement détesté. Non, il y en a aucun que j'ai complètement détesté. Honnêtement. C'est lequel qu'il se bat contre 2 samouraïs? C'est dans le 3. C'est le 3, ok. C'est dans le 3. C'est lequel qui va à la fin? Le make-up du cyborg samouraï est vraiment cool. Je m'en souviens. Quand sa face est toute pétée. Oui, à la fin, il est vraiment cool. C'est lequel qui quand il replace sa mâchoire aussi. C'est le 3, à la fin, il pogne son jetpack puis il commence. Ok, ouais. Non. Honnêtement, je pense que j'ai mieux aimé le 3 que le 2. Ouais, moi aussi. Mais le gros problème du 3, je pense que le scénario, il est bon. Puis le pacing est correct. Il y a peut-être juste quelques ajustements. Un petit peu moins d'enfants. Il y a une actrice enfant là, qui prend peut-être un petit peu trop de place dans le film. Puis des fois, elle fait des affaires. T'es comme... Ouais, c'est une hacker. Ouais, exact. C'est une hacker. Je peux Borderlands embarquer là-dedans si t'as encore beaucoup l'élément satirique. Mais le gros problème avec le 2 puis le 3, il n'y a pas... À part le méchant à la fin qui se fait tirer, il n'y a pas une petite goutte de sang. Ah ouais? Il n'y a pas une goutte de sang. Ils sont très PC. Ouais.
Ça, c'est vraiment... Ça gâche le film pour moi. Ouais, mais le film est ultra violent, là, le premier film. Là, c'est ça. Il est ridiculement violent. Et le gars, à la fin, fondu là, dans l'acide. C'était tellement pas nécessaire dans le film, puis il arrête pas de le montrer. Là. Il explose. C'est comme, il est là, t'es comme, oh my god. Grosse fouiche dans quelqu'un qui a une grosse fouiche de produits toxiques. J'adore. C'est excellent. Mais là, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont vu que leur démographique, il y a beaucoup d'enfants qui aimaient ça, non ironiquement. Fait qu'ils ont ajusté le 2 puis le 3. Mais c'est aussi que la version que les gens avaient vue à l'époque du 1 c'était était la pas version aussi non violente. censurée. Theatrical Cut. Le Television Cut est encore pire que la Theatrical Cut. Ouais, c'est ça. Puis il y a une série télé aussi de Robocop. Est-ce qu'il gonne le gars dans les couilles dans la version version? Sûrement, veut dire sûrement. Une série télé à l'époque, là. En animation, en live action? Non, en live action. Pour vrai? Ouais. Oh shit. Ouais. C'était pas Peter Weller, mais... Non, j'imagine. Ah oui, puis le costume, la drop de qualité du suit de Robocop à partir du 2 est ahurissante. Il est meilleur dans le 3, le costume. Dans le 2, il est dégueulasse. Là, je vais te ridiculiser, genre, OK? C'est le même. C'est le même? Ouais. Ok, ben il est peut-être juste un peu mieux filmé. Ils ont juste refait le casque parce que l'autre, il avait une tête plus grosse que c'est pas le même acteur? Okay. Comment? C'est pas le même acteur? Non, dans le 3, il change d'acteur. Il change un autre acteur. Puis c'est pas parce qu'il l'a pas, c'est un scheduling, un problème de schedule, parce qu'il jouait dans Ouais, je sais plus. un autre. Parce que cet acteur-là, il a pas eu une énorme carrière. Non. À part dans Naked Lunch, je l'ai jamais vu. C'est Naked Lunch qu'il faisait en même temps que Robocop 3. Ouais, je peux comprendre qu'il voulait peut-être partir d'un cas plus artistique. Je le blâme pas. Mais il jouait dans Sons of Anarchy aussi. Ok, ouais. Dans le 2, il est moins bien filmé. Parce que, genre, dans le 2, t'arrêtes pas de voir ses estis d'avant-bras qui sont en latex. Ses épaules aussi, t'es vois en dessous. Dans le 3, ils l'ont mieux filmé. Parce que tu le vois bien moins souvent. Je regardais là, ses avant-bras, puis parce que tu vois, il bouge ses avant-bras, puis le gant se déplace. Il se promène. Il est comme pas linké. Son cou aussi, quand il avale, tu vois que ça paraît que c'est comme du latex sur sa peau, puis c'est pas c'est pas du métal. Tu sais, c'est ça. Dans le 3, ils l'ont mieux filmé, parce que je regardais, puis on le voyait moins souvent. La voix de l'acteur pour le 3, c'est correct. C'est sa gesticulation, je l'ai ici. Chaque fois qu'il est en position neutre puis qu'il bouge pas, ses bras sont de même. Ouais, c'est de même, là, les gens à la maison, ils sont hyper écartés. C'est comme s'ils tenaient des grosses valises en dessous de ses bras. C'est tout le temps comme ça. Puis ça fait que tu vois sans arrêt son tour de bras puis son épaule à l'humain en dessous. Il porte genre du nylon noir, là. C'est pas directement sa peau, mais tu vois sa matière musculaire en dessous. Ok, spécial. Ça, c'est le côté fait que ça a l'air, on dirait un gars qui porte une armure au lieu d'être un robot. Dans le premier, elle est parfaite. Génial. Ouais. La scène de bataille dans l'usine de Coke là, est vraiment hot. Là. Quand il fait juste pitcher le gars dans la fenêtre tout le temps. Il trouve 3 fenêtres différentes pour faire passer au travers. Mais juste comment il gagne tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on l'a déjà mentionné dans un autre épisode. Il se tient comme Sean Connery avec son gun. Il y a une main, il y a une main comme prête à pousser quelqu'un avec ça reste dans les 3 films. Puis ça, je trouve ça, c'est weird, parce que c'était comme, me semble, un expert robot va pas se tenir comme ça. Non, il va se tenir comme c'est pas efficace pendant tout. Mais il le fait pareil, puis à un moment donné, il gun en dessous de son bras. Le gun aligné avec les yeux, il est comme à la hauteur des hanches quasiment. Mais ça, j'assume qu'il n'y en a pas besoin parce qu'il y a un targeting system. C'est ça, ouais, ça passe pour lui, fait qu'il veut juste avoir l'air. C'est drôle à faire, qui est off à droite un peu. Là, il est comme, est-ce que je vise là? Ouais, là, la fille, elle fait juste un peu comme tel, là, t'es correct. Ok, c'est réglé. Calibration complétée. Dans le troisième, ce qui n'a pas été assez exploité, mais qui ont un peu, c'est ce que j'apprécie du troisième, c'est le côté Corpo War. Qui est dans des grosses compagnies qui se battent entre eux. Puis c'est juste que j'aurais aimé ça que la corporation japonaise fait un takeover. J'aurais aimé ça qu'ils le mettent plus. Parce que corporation japonaise, au début, on voit leur headquarters, une maquette vraiment cool. Vraiment futuristique. Là, puis tu as même les bureaux en dedans, vraiment nice. Puis l'esthétique de ça revient jamais. Ils ont juste une petite scène au début du film. That's it. Merci, bonsoir. T'as juste le samouraï qui sent un robot qui vient se battre. Qui est la paresse tant que moi, parce que c'est un androïde, mais c'est juste un humain. Il n'y a pas de costume robotique. Ouais, mais il y a quand même la face où il se fait. Genre, à la fin, quand il se fait un peu magané. Ça, c'était un cool prop. Puis quand il replace sa mâchoire, c'était cool aussi. Puis bon, la petite fille hacker, on peut en parler. Au début du film, on la voit le 3. Chez ses parents, elle fait des devoirs de calculus sur son ordinateur. Fait que c'est vraiment de la maths avancée, surtout qu'elle a genre 8 ans. Ça n'a aucun rapport. Elle est asiatique.
C'est pour ça. C'est ça le Ça superpower. joue des stéréotypes, Puis là, c'est des caricatures. là. L'histoire dans le 3, c'est que là, il y a une compagnie qui est chargée de vider les appartements du monde parce qu'ils veulent leur refaire une nouvelle ville. Ben, c'est aussi, puis ils veulent faire Delta City, c'est le Exactement. setup depuis le premier. Ouais. Ok, ouais. Delta City, ils commencent à faire ça. Là. Ils vident les gens de leur bloc appartement puis ils vont les relocaliser. Ben, aux nouvelles, ils disent regardez comment ça se fait bien, puis les gens sont contents. En vraie vie, c'est qu'ils commencent à détruire le bâtiment pendant que les gens sont encore dans le bâtiment. Il y avait des rehab officers, genre, mais c'est littéralement genre. C'est des soldats. Ouais, c'est l'armée. Là. Ils ont des gros guns, puis ils prennent le monde, ils les mettent de force dans un autobus, puis ils les relocalisent. Là, la petite s'est fait séparer de ses parents. Puis là, elle tombe entre les mains d'un groupe de révolutionnaires anti-Delta City qui veulent... garder leur ville. Ouais. Puis la première affaire qu'ils font, là, ils vont break-in dans une place, une armurerie policière, d'armée en fait. Puis ils rentrent, puis c'est le gros robot du premier qui est fait dans stop motion. Ouais, la petite fille, elle vende ses jambes, puis elle se plug dedans, puis voilà, maintenant c'est moi qui le contrôle. Parce qu'elle fait du calculus sur son ordinateur, donc elle peut hacker un robot militaire. Oui. Montrer que la programmation et les calculs, c'est la même chose. Plus le film avance, pire c'est. Elle hack le National TV Network. Puis là, à la fin du film, t'as le robot ninja japonais qui est là pendant le combat avec Robocop, elle le hack à distance, elle n'a même pas plugué. Là, par magie, soudainement, elle peut faire ça à distance, elle n'a pas besoin de fil. Dans un temps que le Wi-Fi n'existait même pas. Le Wi-Fi, c'était un fil téléphonique dans le temps. C'est très avant-gardiste. Je pense que c'est ça. C'est un film, ça vient de son temps. C'est juste, dans ces années-là, l'Internet, les ordinateurs, c'était nouveau. Fait que c'était juste comme tu peux faire n'importe quoi avec ça, tu sais, puis le monde. Dans le temps, le film se passe un peu dans le futur, fait que tu peux comme spéculer ce que tu veux avec ça. Là. Si c'est le fun, c'est correct, mais là, ça file un peu comme mais non, mais ça, je veux dire, quand c'est sorti, le monde qui voit ça à l'écran, c'est comme ben oui, un ordinateur, si je n'aurais un chez nous, moi aussi, je pourrais hacker dans NORAD, genre, tu sais. Moi, les enfants génies dans des films, c'est une trope que je déteste. Ouais, mais tu disais que c'était... Il y avait beaucoup plus d'enfants qui écoutaient les films. Puis... Ouais. Ça, clairement, c'était pour eux autres. L'enfant de 10 ans qui regarde ça, il faisait comme genre, oh, wow! It could be you! Le jetpack, là, c'est pour vendre des jouets. Ben oui. C'est pour vendre des jouets, des accessoires. Donner une excuse que c'est pas le même que le film d'avant. T'sais. Ça te prend le nouveau Robocop. Exact, c'est ça. Parce qu'il y a un jetpack. Celui qui a un jetpack. Ouais. Ça me fait penser. Un penser. nouveau bras fusil avec un mag à l'envers. Oui, raison. oui, ça fait aucun sens. C'est la raison pour laquelle un magazine est courbé, c'est parce que les munitions... il y a un taper, tu sais. Le devant, ce qui s'en va dans les gens là, pour les tuer, c'est plus étroit que le derrière. Il penche par fait que c'est pour ça que le magazine, il penche par en avant, tu sais, comme sur un K-47. Mais là, sur le gun à Robocop, il penche à l'envers. La courbe est vers l'arrière, les balles sont techniquement à l'envers. Ouais. Il se tire dans son bras. Ouais, c'est OK. C'est why not? Un design choice. Ouais, c'est ça, un design choice, mais qui fait pas de sens. Ça fait plus aérodynamique. Ouais, exact. Tu parles d'enfant, moi, ça fait penser à Starship Troopers quand à un moment donné, il y a une pub à la TV de Endless Now. Puis là, t'as les soldats qui vont rencontrer les enfants. Puis ils leur donnent leur gun. Puis là, ils sont comme, tiens, là, ils sont là, oui, ils jouent avec. Là, un moment donné, t'as genre les 6 kids qui sont en train de se battre pour le gun. Ils tirent tout sur le chacun. Les soldats sont là, ils sont comme, they're ready to do their part. I'm doing my part too. Ça, je trouvais que c'était très américain. Là, c'était super. Les enfants qui écrasent des croquerelles à terre. Puis ils disent, I'm doing my part. I'm doing my part too. Starship Troopers, je pourrais en parler pendant 2 heures. Ah ouais, je sais. Mais maintenant, on va parler de la Bête Noire, le remake. OK. Ouais, là, t'es le seul qui l'a vu récemment, fait que... Le remake feel comme un film de super-héros. C'est super aseptisé. Il y a comme... 2014, fait que pile dans les temps que c'était ça qui roulait à fond. Il y a pas de parti pris artistique. La moitié du film est consacrée à vraiment l'origin story. Genre, pas juste comme comment est-ce que Murphy devient Robocop, vraiment comme comment les simulations, comment est-ce qu'il l'entraîne, comment est-ce qu'il construit, tout. Il y a très peu d'histoire qui se passe vraiment dans cette partie-là du film. Ouais, genre l'histoire qu'il y a dans le premier, là, ça se passe comme en 45 minutes là, à la fin. Là. Le reste, là, il y a comme 1h15 là, que c'est consacré à l'inception, pourquoi le programme, pourquoi... C'est un peu... ça devient lourd puis chiant, surtout quand tu sais qu'il n'y en a pas un autre après, tu sais. Fait que t'investis tout ce temps-là pour rien, tu sais. Fait que ça qui est plate. Donner un taser à Robocop, c'est une très mauvaise idée. Robocop qui tire sur du monde puis ils font juste puis ils tombent à terre là. Mais ça c'est clairement que l'élément la critique de la violence américaine n'est pas là du tout quand tu montes sur il arrête pas de critiquer genre la guerre en Irak pis tout ça.
Est-ce que... C'est comme le propos du film, c'est ça. Je veux savoir si quand il tire avec son taser, est-ce qu'on voit le squelette des gens à travers... Non, ça aurait été meilleur. Ça aurait été bien meilleur. fait des années 80, tu l'aurais vu, for sure. Non, le film critique genre les politiques étrangères américaines non-stop. C'est basically juste ça que ça critique. C'est quoi le but? Ben, tu sais, t'es 2014. Il y a beaucoup à critiquer là-dedans, clairement. Je sais, mais dans un film que tu parles d'un cop dans une ville américaine, c'est quoi le but de dire? C'est pas correct ce qui se passe en Irak, ok, ouais, mais il va-tu aller là-bas se battre? Non? Ouais, mais tu sais, c'est ça à base, puis là, c'est eux autres qui veulent amener cette violence-là sur le sol américain pour pacifier toutes les villes. Pour changer la police force par les mêmes outils militaires qu'ils utilisent ailleurs. Puis là, tu as le personnage de Samuel L. Jackson. Le cast est excellent. Mais c'est ça que j'allais dire. Ça n'a aucun rapport. Gary Oldman, Michael Keaton, Jay Baruchel. Ouais, Samuel L. Jackson. Et il joue un espèce de talk show, ben pas talk show, mais comme news show host, qui est très inflammatoire, puis très clairement que leur émission appartient à OCP. Fait qu'il arrête pas de... Fait que il y a une critique à ce moment-là, il utilise du langage très, il utilise le terme robophobe à un moment donné. C'est que... C'est quand même drôle. Il y a la satire. Ils ont essayé d'updater la satire, genre. Donc au moins, ils ont essayé. Mais ils l'ont fait de façon tellement non risquée que ça passe à côté du point. Mm-hmm. Ça marche pas. Il y a même pas de violence. Il y a... Ce qu'ils font à Murphy, c'est pire, on dirait. Parce que dès qu'il réveille, à place de juste être comme ben maintenant t'es un robot puis t'es un peu... Oui, il montre ça. Ouais, c'est ça. Mais là, lui, il n'y a aucun programming ou presque. Fait que c'est vraiment juste lui. Il est pas comme un peu à moitié machine, à moitié homme. C'est juste l'homme, c'est juste le cerveau dans la machine. Puis, tout de suite, la première chose, il montre... Il démonte, il désassemble, puis il montre que tout ce qui reste de son corps, c'est sa face, son cerveau, ses poumons, puis sa main droite. Ouais, puis là, il panique. Là. Puis là, il panique. Mais je comprends, c'est horrifiant, parce que c'est efficace. Fait qu'il y a des scènes qui font du sens, qui sont cool, qui sont efficaces, puis après ça, il tire ça, des... C'est une des seules affaires que je me souviens du film. C'est le début, quand il montre que c'est juste une face puis qu'il flotte dans le vide. Là. Puis je me souviens, c'est angoissant. En réécoutant l'original, ça m'a fait repenser dans la scène qu'il opère au début de l'original, ils disent est-ce qu'on garde la main ou non? Ouais. Puis fuck off, on l'enlève, ça sert à rien. Dans le remake, on dit on va la garder. On va la garder. Je sais pas si c'est pour qu'il ait l'air plus humain aux yeux du public. Parce que c'est la main qui tient. C'est basically la team de marketing qui a trouvé l'idée genre de Robocop là-dedans. Fait que ça, c'est un peu drôle, c'est un peu intéressant. C'est pour qu'il soit un peu plus humain. Il l'explique pas vraiment, ça fait pas vraiment de sens parce que la première chose que tu fais quand tu fais du travail, parce que là, c'est un détective en plus, tout ça, en tout cas, quand tu tires bien sur du monde, tu te mets des gants pour pas te faire. Tu sais, quand tu vas sauter et donner des coups de poing à des robots, tu vas peut-être au moins te mettre un gant sur ta main pour pas oblitérer ta main là, avec. Pratique. Ça serait plus pratique, là, en tout cas. Fait que ça fait aucun sens qu'il ait gardé sa main, à part wink wink, nudge nudge au premier. Genre. La façon que Murphy meurt, c'est plate à mort. C'est juste une car bomb. Quand il se fait exécuter au début, non, c'est juste une car bomb. Je me souviens pas. C'est une car bomb. Ah ouais? C'est une explosion. Ouais, il est brûlé sur 85% de son corps. Fait qu'on enlève tout. Il a perdu une jambe puis un bras. Ouais. Dans le premier, il se fait démembrer par des shotguns. C'est bien plus cool dans le premier. C'est cette scène-là que tu sais clairement quel genre de film que tu regardes. Là. Exact. C'est excessivement violent. Ouais. C'est impressionnant à quel point c'est violent quasiment. C'est sado. Puis pourtant, c'est dommage parce que le réalisateur de Robocop, clairement, le remake, je veux dire, ils n'ont pas voulu lui donner de liberté parce que c'est le gars qui a fait Elite Squad. Joseph Padilla. Ouais, c'est ça. Padilla qui a fait, c'est des films brésiliens. Oui. Elite Squad, des films brésiliens, que l'acteur principal, c'est le gars qui fait Pablo Escobar dans Narcos. C'est vraiment bon. Puis c'est très violent. C'est surprenant qu'il n'y ait pas... Tu sais, clairement, ils l'ont engagé à cause de ça. Parce que sa vision de film d'action était dans Elite Squad. Là, il l'engage pour faire Robocop. Il dit, ben là, calme-toi, là. Ouais. Regarde ce que je pense. Parce que c'est dans le remake aussi, il n'y a pas de violence à part le méchant à la fin, Michael Keaton. Lui, quand il se fait tirer, il y a une petite trace de senteur. Mais c'est tout. Mais Elite Squad, c'est des films très rough. Okay. Vraiment, genre, c'est des gens qui vont dans des cartels défoncer des affaires puis emprisonner du monde. Puis genre, c'est du studio interference, encore une fois. Sûrement parce qu'ils voulaient garder le rating du film plus kid-friendly pour avoir le plus de monde possible. Ouais. Il y a des bonnes scènes entre Gary Oldman et Michael Keaton. Ils ont un bon back and forth. Là. C'est deux bons acteurs. Fait que c'est ça qui est étonnant. Genre, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans, mais le résultat est très...
C'est vanilla. Là. Ben, quand t'as pas de bonne histoire, tu peux ajouter autant de shit que tu veux, des effets spéciaux, du bon acting, ou whatever. Là, je comprends que ça aide. Mais quand ta base est à chier... Les effets spéciaux sont pas super. Là. Bon, t'as mis des effets spéciaux. Là. Puis Robocop, il y a des trop petits bras. Non, mais... y a-tu un suit ou il est en CGI? Je pense qu'il y a un suit, parce que l'acteur qu'ils ont pris... C'est le gars de Suicide Squad. Ouais, c'est ça. Mais lui, là, puis il a joué aussi, me semble, il a joué dans House of Cards, puis il a joué dans une série... Moi, je le reconnais de House of Cards. Ouais, puis une série de Netflix aussi, là, Cyberpunk, style Cyberpunk, là... c'est quoi le nom déjà? Je sais plus en tout cas, mais c'est lui qui joue là-dedans, il joue un détective. Carbon. Ouais, Carbon. Quelque chose. Altered Carbon. Altered Carbon. C'est lui qui joue là-dedans. Il est très grand, puis il a quand même une certaine musculature, mais il est quand même mince. Fait que c'est le genre de gars que tu peux facilement mettre dans un suit de même. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a un suit. Puis tu vois comme que ses jambes sont plus grandes, mais ses bras sont normales. Fait qu'on dirait qu'il y a des petits bras. Ouais, c'est ça. Il se rend pas à ses jambes pour son gun, genre là. Ben genre, ouais. Faut qu'il se penche. C'est ça. Puis c'était distrayant à quel point son casque ressemble au casque de Griffith dans Berserk. Mais en tout cas, c'est... non, le remake, c'est probablement moins intéressant. Toi, tu l'as vu aussi, Hugo, le remake? Ben, à l'origine, j'ai pas réécouté récemment. De ce que tu as vu à l'origine. Toi, l'as-tu vu? Non, je l'ai vu quand il était sorti au cinéma dans le temps. J'ai vraiment pas juste des petits flashs. C'est ça. Comme le 2 puis le 3 aussi. Je les ai vus way back, mais je les ai pas regardés. Le remake, je l'ai vu au cinéma, je pense même. Puis j'ai des petits flashbacks. Je pourrais inventer des choses. Là, absolument. Je me souviens de Michael Keaton dedans. Je me souviens de la main qu'ils ont gardée, la scène qui ouvre son armure, puis qu'on voit juste le restant de lui. Là. Mais c'est à peu près tout. Là. Ouais. Mais le premier est excellent, puis je le recommande à tout le monde. C'est classique, je le reconnais. Je l'adore. Définitivement. Étonnamment, dans le 2, il utilise presque pas la trame sonore. Puis dans le 3, il l'utilise beaucoup. Puis dans le remake, il l'utilise une fois au début. Ok, c'est bien. Moi, ça me dérange pas, la trame sonore qui réutilise pas nécessairement. Parce que non, mais elle est tellement bonne, c'était le fun d'entendre. Fait que j'aurais aimé ça qu'il réutilise tant qu'à l'avoir. C'est comme les Jurassic Park, les Jurassic World, en fait, c'est un bon exemple d'arrêter. T'as spam. Là. C'est ça, exact. Voilà, donc c'était Robocop. Je vais aller encore une fois avec un film que moi-même j'ai pas vu, puis que ça fait très longtemps, puis que je vais l'utiliser comme excuse pour le voir. C'est un film français qui s'appelle 99 francs. Et mettant en vedette Jean Dujardin, sorti vraiment au début des années 2000 fin des années 2000, en 2007, qui est adapté d'un roman très connu en France. Et je sais que ça parle de marketing, puis que ça vire en quelque chose. C'est vraiment tout ce que je sais. Je connais très peu sur le film, mais je vais le découvrir avec vous autres. Qui l'a réalisé? Je sais pas comment le prononcer, bien sûr, parce que c'est un nom néerlandais. Juan Kounen. Jean Kounen, je sais pas comment dire. Puis d'où tu as entendu parler de ça? Ça fait plusieurs années, je sais que c'est un film très culte en France, qui est un culte qui n'est pas nécessairement suivi ici. Très culte ou un film très acclamé. Je sais que apparemment il y a des gros fans de ce film-là, mais pour ceux qui l'ont vu, là, ce qui n'est pas nécessairement tant de monde. Puis je sais que c'est un roman connu. C'est vraiment, je sais à peine. Je me base sur des choses que j'ai vues autour, puis parce que je suis on the spot, il fallait que je trouve de quoi en 2 secondes aussi. Avec un film français avec Jean Dujardin. 99 francs. 99 francs. Vive la France. Vive la France.